Chers amis, chers auditeurs, chers camarades, bonsoir, très heureux de vous retrouver, vous êtes bien à l'écoute de Méridien Zéro, bien sûr, l'émission française et francophone de Radio Banderanera, disponible également, mais vous le savez bien sûr, chez nos camarades québécois de Québéca Liberata, que nous saluons au passage. Wiesdorf à la barre ce soir, accompagné par le toujours svelte et élégant Gérard Vaudan. Comment allez-vous Gérard? Bonsoir. Bonsoir. Une émission ce soir qui nous tenait à cœur depuis pas mal de temps, et ce pour différentes raisons. Une émission placée sous le signe de l'aventure, logique nécessaire, logique indispensable du dépassement de soi. Ce besoin d'aventure et son corollaire naturel qu'est le voyage, sujet qui ne pouvait que nous intéresser sur Méridien Zéro. Tout y est, quête spirituelle, besoin d'absolu, quête d'identité bien sûr, rejet de la modernité. Nous avons la grande joie de recevoir ce soir Mathilde Gibelin pour son ouvrage coécrit avec Fanny Truyet, Tour d'Europe, 6000 km à pied aux éditions des Amis du Livre Européen. Également présent dans nos studios, Patrick Wagner, que vous connaissez probablement puisqu'il est l'éminent directeur de l'excellente revue Livre Arbitre, qui vient nous parler de son premier livre Davaï, sous-titré Du lac Baïkal aux plages de Ko Chang, aux excellentes éditions des Pareges. Alors bien sûr, l'aventure, le voyage, le fait de tout quitter pour découvrir l'altérité, la découverte de l'autre, qu'est-ce qui vous a motivé, je commence par Mathilde, à écrire ce livre ? Alors beaucoup de choses. Ce qui nous a motivés, c'est que nous avons vécu 10 mois formidables, qui ont été une grande bouffée d'oxygène et de liberté. Et nous avions envie de partager cette aventure, de dire que c'était possible. Vous parliez tout à l'heure de révolte contre le monde moderne, je pense que c'est bien employé. Aujourd'hui, où la plupart, où certains jeunes en tout cas, s'ennuient tellement qu'ils sont même tentés par l'aventure de l'islam pour partir combattre le djihad à l'autre bout de la planète. Je pense que c'est pas une mauvaise chose qu'il y ait des livres d'aventure comme ça, et de montrer que le rêve est à portée de main. Et entre guillemets, sur simple décision, on peut vivre des choses absolument extraordinaires. Et voilà, il suffit de se lancer et les choses se font. Et ce livre est là pour ça, pour donner envie à ce que d'autres personnes s'élancent sur les chemins. Pour nous, c'était l'Europe, puisque c'était important de connaître son pays. Et c'est pas si compliqué que ça. C'est un grand bonheur. Ça nous permet de vivre des heures absolument extraordinaires, des jours de marche. Ça nous permet de penser. Ça nous permet de découvrir le pèlerinage, qui est une démarche absolument, que je trouve indispensable. Après, c'est très personnel, mais en tout cas extrêmement importante dans notre monde où tout va si vite, dans notre monde où on a des écrans de partout, dans notre monde où on n'a pas le temps de réfléchir. Partir, marcher 10 mois, ça permet de penser à des choses, des questions fondamentales. Si elles sont fondamentales, c'est qu'elles ont bien une raison d'être si importantes que cela. Et pourtant, aujourd'hui, entre le collège, le lycée, les études, les stages, une vie de famille, on est pris dans un tourbillon et on n'arrive plus à penser à tout ça. Et nous avons eu l'extraordinaire chance de pouvoir avoir des heures entières pour pouvoir penser à ces choses-là. Et ça a été vraiment une aventure formatrice. Les voyages forment la jeunesse. On dit, je pense vraiment que c'est extrêmement vrai. Et on avait envie de dire aux gens, allez-y, lancez-vous. C'est extraordinaire. C'est pas si compliqué que ça. Avant de partir, on nous a dit, vous êtes 2 filles, vous partez faire ça en Europe, vous allez finir violées dans un fossé au bout de 15 jours. Eh bien non, on peut traverser toute l'Europe à pied, on peut rencontrer des gens, taper chez des gens, leur demander l'hospitalité et dormir chez eux sans qu'il ne nous arrive rien. Alors certes, oui, nous avions une bonne étoile, c'est vrai. Certes, nous avons pris des précautions, mais cette aventure nous a marqués et nous l'avons trouvée tellement formatrice que nous avions vraiment envie de dire aux gens, l'aventure est à portée de main et ce n'est pas compliqué, il suffit de se lancer. Après, il n'y a que des obstacles à franchir. Et franchir un obstacle, une fois qu'on a décidé de partir, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et dans notre monde qui est très ouaté, très confortable, où il fait chaud l'hiver, il fait frais l'été, où on a toujours cette sorte d'atmosphère plate et pas si intéressante que ça, on nous dit surtout restez au fond de la vallée, vous êtes bien. On veut juste leur montrer qu'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne, c'est possible. L'ascension est peut-être rude. Alors c'est vrai que parfois je suis surprise en relisant des passages du livre parce qu'on avait mal aux pieds, on était fatigué, il y avait des tensions physiques.
Mais en fait, ça s'oublie assez rapidement tout ça. Parce que le fait de pouvoir gravir la montagne et de découvrir ce qu'il y a derrière, ça vaut vraiment toutes les ampoules du monde et les petites disputes à supporter la même personne pendant 10 mois largement. Alors, je crois qu'il y a pas mal de choses qui vous rapprochent, Patrick et vous, Mathilde. Au-delà de la marche, parce que ça aussi on va en parler, parce que ça aussi c'est un choix, il y a différents moyens de partir à l'aventure. Vous avez choisi volontairement de faire ça à pied, de marcher à la découverte, un terrain de jeu pour vous l'Europe, pour vous l'Asie. Deux choix complètement différents, mais quelle est la motivation première au-delà du fait de tout quitter, de partir? Parce qu'en fait on part mais on revient toujours quelque part. Patrick? Pour ma part, c'était un choix un peu plus simple dans le sens où j'étais en période de chômage. Et j'avais regardé un reportage, basiquement à la télévision, sur la Mongolie, les grands espaces. Ça fait rêver. Et d'habitude, on reste dans son canapé et puis on en reste là. Et j'avais la chance d'avoir un ami qui était parti maintes fois à l'autre bout du monde. Et lui-même ne faisait rien à cette période. Et on s'est dit, pourquoi pas tenter l'aventure et partir en Mongolie, voilà, ça faisait rêver, les grands espaces. Et puis c'était pas très compliqué, un sac à dos, une boussole, et puis on est parti. Voilà. Oui, quand on vous écoute, les choses semblent toujours relativement simples, mais enfin, des voyages comme ça se prépare. Alors, on verra le pendant peut-être plus littéraire dans un deuxième temps, parce qu'il y a aussi ça. Il y a aussi le fait, ce besoin de retranscrire, ce besoin d'écrire, ce besoin d'exprimer, de relater ce qu'on a vécu pour le faire partager, parce que je crois qu'il y a ça aussi, il y a ce côté modèle, ce côté... On a besoin de faire partager l'aventure et ce qu'on y a vécu. Mais au-delà de ça, il y a le côté très technique, et je dirais très terre-à-terre de l'aventure, qui est la préparation. Comment est-ce qu'on organise ? Je dis ça à la direction de nos auditeurs, qui peut-être aussi peuvent se sentir cette envie ou ce besoin de s'arracher à un quotidien et à la banalité de ce quotidien, surtout dans les villes, en fait, qui écrase énormément. On retrouve ça dans vos deux livres. Ce besoin de quitter la ville, d'aller à la rencontre de l'autre, de chercher des espaces, et puis le temps aussi, une certaine quête, une forme de spiritualité qu'on retrouve peut-être pas dans le bourdonnement quotidien et la vitesse qu'offre la ville. Comment est-ce qu'on prépare un voyage comme ça? Mathilde, 10 mois à préparer, 10 mois de voyage comme ça s'improvise pas. Est-ce qu'on s'inspire? Est-ce qu'on prend conseil? On imagine, j'imagine aussi une part d'incertitude, une part d'inconnu. Comment est-ce que tout ça se met petitement en place, je dirais? Ça se met en place petit à petit. Et mais voilà, une fois que la décision est prise, puisque nous avons eu cette idée après une semaine de partiel éprouvante, absolument horrible, pas du tout intéressante et extrêmement stressante. Et nous avons décidé d'aller marcher toutes les deux. Alors nous avons été scouts, c'est là où nous sommes connus. On avait l'habitude, quand on était petite au scout, de marcher tranquillement. C'était vraiment des week-ends de liberté dans la garrigue nîmoise. Ensuite, on est devenu plus grand, on a dû s'occuper d'enfants. Donc là, c'était un peu plus contraignant de devoir s'occuper des enfants à chaque fois qu'on allait au scout. Et là, on s'est retrouvés que toutes les deux, avec vraiment beaucoup de liberté. C'était le rythme que l'on voulait. On pouvait marcher comme on voulait. Si on voulait lire en haut de la montagne, on pouvait lire en haut de la montagne. Il n'y avait personne, ni en dessus, ni en dessous. Et on s'est dit qu'on avait envie de partir. Une fois qu'on a pris cette décision-là, on s'est tout de suite dit que c'était en Europe que nous voulions partir, parce qu'on avait envie de connaître notre terre. Et on s'est revus 10 jours plus tard dans un bar. On a étalé une carte d'Europe et on s'est dit, voilà, qu'est-ce que c'est qui est sympa? Bon, Rome, évidemment, Rome, c'est super. Allez, ok, l'Italie. Ensuite, la Grèce, c'est évident, on a envie de passer par là. On a d'abord mis des points sur la carte. On s'est rapidement rendu compte, parce qu'on voulait tout faire à pied, que la Russie, ça faisait un petit peu loin, que la péninsule ibérique, malheureusement, nous demanderait trop de temps pour faire la péninsule ibérique. Et en fait, ça s'est vraiment décidé, le trajet s'est décidé comme ça, très rapidement, sur un coin de table. Et nous y sommes tenus. Ensuite, en ce qui concerne l'aspect vraiment pratique, nous voulions donc partir découvrir l'Europe pour découvrir ce qu'étaient les Européens. On en parlera peut-être un petit peu plus précisément, plus en détail ensuite. Mais nous ne savions pas trop comment l'exprimer, en fait, cette envie de découvrir les Européens, etc. Donc ça, c'était un peu confus. On le savait, mais on ne savait pas trop comment le dire. Et nous étions toutes les deux étudiantes, donc pas trop d'argent. Et nous avons voulu trouver des sous pour pouvoir partir.
Et on s'est mis à la recherche de financement. On a envoyé des dossiers qui, à chaque fois, n'étaient pas vraiment acceptés. Et un jour, nous sommes tombés sur une dame de la DDJS, la Direction départementale de la jeunesse et des sports. Ça a changé maintenant, je crois que c'est la cohésion sociale. Bref. Ce qui est beaucoup plus joli. Ce qui est quand même beaucoup plus joli. Cohésion sociale, ça fait rêver. Du charme. Ça fait rêver tout le monde. Et elle nous a dit, mais il faut que vous affiniez votre projet. Pourquoi ? Et en fait, elle nous a fait parler. Et on a fini par trouver ce thème des légendes, de vouloir partir dans une quête des légendes européennes. On expliquera peut-être après plus en détail pourquoi. Et bref, c'est elle qui nous a dit qu'il fallait que nous trouvions cet axe. Et en fait, c'est elle qui nous a aidé, entre guillemets, un peu à accoucher de ce projet un petit peu plus en détail. Et une fois qu'on a eu cette idée de quête des légendes, les choses sont allées beaucoup plus rapidement. On s'est tourné vers la Maison de l'Europe de Nîmes, là où j'habitais. Ils nous ont débloqué une subvention et ça nous a aussi aidé pour avoir des subventions de l'Union européenne. Et nous sommes partis donc grâce à l'Union européenne qui nous a offert 10 000 €. Et en fait, pour nous, c'était un peu la seule chose qui était un peu dure, entre guillemets, dans la préparation. On était scouts, donc on sait faire un sac de raid. Et faire un sac de raid, les auditeurs qui veulent partir peuvent trouver assez facilement des conseils auprès d'amis qui sont scouts ou dans des magasins spécialisés. Enfin, c'est le genre de choses qui se fait assez facilement. Mais une fois que le sac de raid était fait, on partait de chez nous et on revenait quasiment chez nous. Donc il n'y avait pas beaucoup de logistique à mettre en place. Ensuite, on avait mis en place un blog qui on disait par quel pays nous voulions passer. Et on disait, voilà, on passe par tel et tel pays. Peut-être qu'on parlera ça aussi plus tard plus avec vous, Patrick. C'était assez intéressant, cette notion de tourisme de masse. Nous, on ne voulait pas du tout être des touristes. On voulait rencontrer le pays par les gens. Et donc, du coup, on avait dit, on voudrait passer par tel et tel pays. Si vous connaissez des gens, donnez-nous leur adresse. Et donc, une fois, ça nous a permis d'avoir des contacts sur place. Et eux-mêmes nous donner des contacts dans les villes d'à côté. Et ainsi de suite. Donc voilà, ça s'est un petit peu limité à ça, en fait, la préparation. Trouver des contacts sur place avec notre site, c'était assez facile. On avait quand même des amis qui avaient des amis un petit peu partout. Et une fois qu'on a eu l'argent, on allait acheter notre matériel. Oui, on a choisi un bon duvet, un bon sac. Oui. Pour le reste, c'était moins l'inconnu, puisque c'est des choses que vous aviez déjà, comment dirais-je, expérimentées de par votre formation au scoutisme. Oui, tout à fait. Gérard, vous vouliez ajouter quelque chose ? Alors je précise quand même à nos auditeurs, Gérard, que vous m'assistez ce soir, bien sûr, et c'est un grand plaisir, mais que vous êtes aussi responsable des éditions des Amis du Livre Européen, qui édite le livre de Mathilde Desfany. Gérard. Absolument, c'est ça. Non, la question que je voulais poser, en fait, c'est vraiment le avant. C'est-à-dire la réflexion en amont de ce voyage, autant pour Patrick d'ailleurs que pour Mathilde. Ce que je me dis, c'est que pendant des années, vous avez rêvé de voyager, chacun, vous avez rêvé de découvrir le monde, ou alors c'est vraiment, comme dit Patrick, c'est-à-dire qu'un jour, je vois un reportage, et puis je me dis, tiens, puis oui, c'est plutôt sympa, il faut que j'en parle à Bob, et puis on est partis ensemble. Ou bien, est-ce qu'effectivement, il y a une espèce de fibre d'aventurier qui sommeille en vous ? Patrick ? Oui, je pense qu'il y a une part d'inconscient. Déjà, moi, un peu comme Mathilde, j'ai eu l'expérience du scoutisme pendant quelques années. Donc, voilà, pour moi, préparer un sac ou un itinéraire, c'est pas très, très compliqué. Donc, en fait, dans la préparation, ce qui a été le plus long, c'était le visa pour la Russie. Donc, voilà, c'était assez simple. Et ensuite, au travers de l'expérience du scoutisme, ça reste quand même assez limité dans le temps, c'est-à-dire on part un week-end, on part un camp d'été, c'est 3 semaines, mais on n'est pas toujours en vadrouille. Et quelque part, j'avais cette envie, ce besoin aussi de partir plus longtemps, sur une longue durée et dans des grands espaces, et puis qui m'étaient complètement inconnus, avec une culture aussi que je ne connaissais pas, parce que je m'étais toujours cantonné un peu à l'Europe. Bon, j'avais fait quelques années auparavant le pèlerinage à Compostelle, donc là, j'avais fait un peu plus de 1000 km à pied, mais l'Europe, c'est quand même plus resserré, il y a des villages, on est rapidement dans la civilisation, alors que la Mongolie, c'est tout de suite une autre étape. On passe à un autre cap où là on est vraiment au sein de la nature, on peut partir plusieurs jours sans rencontrer personne, et c'est ce qui m'intéressait davantage en fait. C'est sûr que par rapport à l'expérience de Compostelle, qui est devenue une véritable autoroute à pèlerins, on peut qualifier ça comme ça, je pense que c'est un dépaysement, c'est aussi ce choix-là bien pensé de vouloir aussi couper toute forme de relation avec le connu, ou une certaine forme de choses qui relèvent de l'habitude dans un quotidien qu'on connaît forcément. Alors il y a le quotidien européen, Mathilde nous l'expliquera aussi, parce que c'est aussi se mettre en danger quelque part, mais vous, c'était véritablement
comment dire, on se projette vers l'inconnu totalement, culture différente, La langue déjà, ou force pour Mathilde aussi, parce que forcément, même si elle maîtrisait un peu l'allemand ou l'italien, après je sais pas, mais quand on arrive en Norvège, c'est peut-être un peu plus compliqué ou autre. Donc il y a toujours une barrière, mais après les barrières on les ouvre ou pas. Là effectivement, la Mongolie, c'était beaucoup plus compliqué. La barrière, elle est quand même haute là en Mongolie. Mais oui, mais ça nous force à aller vers l'autre justement et à essayer de se comprendre. Donc on passe un peu plus de temps et puis après avec les gestes, les mains, on arrive à se faire comprendre. Et puis on a un petit carnet où on note des mots comme ça au fil du temps et puis on arrive à se faire un petit vocabulaire et après ça suffit pour demander de l'eau ou simplement une nuit sous la yourte. Voilà, ça c'est assez basique, ça va. Pour vous, Mathilde, en fait, ce projet à deux, donc mûrement réfléchi, bien pensé, avec cette quête-là d'une certaine forme de mythologie de l'Europe, telle que vous l'aviez imaginée, est-ce qu'elle a été au rendez-vous de ce voyage, justement, telle que vous l'aviez pensée, telle que vous l'aviez imaginée, par rapport à cette thématique, justement, des légendes? Ah oui, alors les légendes, ça a quand même été une déception, parce que pour nous, donc nous voulions partir en Europe pour essayer de nous connaître nous-mêmes et de connaître... On parle tout le temps de l'Europe, de l'Union européenne, mais on sait évidemment qu'il y a autre chose, qu'il y a une civilisation derrière. Et on avait envie de la toucher du doigt, on a choisi donc les légendes. Pourquoi ? Parce que les légendes sont des récits que l'on se transmet de génération en génération et qui permettent de raconter des choses importantes, qui permettent de raconter l'indicible, qui permettent de parler de valeurs, d'honneur, de fidélité, de courage. Qui sont de l'ordre de la tradition aussi. Tout à fait, qui sont de l'ordre de la tradition parce qu'elles se transmettent. Et que justement, si elles sont transmises depuis des centaines d'années, c'est qu'elles sont vraiment importantes et qu'elles veulent vraiment dire quelque chose. Donc pour nous, on pensait, et on voulait les recueillir de façon orale. Donc c'était pas aller dans les bibliothèques et faire un travail de rat universitaire, pas du tout. On voulait vraiment marcher et sur le bord du chemin, demander aux gens la légende du coin, la noter dans notre petit carnet, et avec ça faire un recueil de légendes qui pourrait permettre de donner une mosaïque de l'Europe qui vraiment pour nous serait beaucoup plus charnelle que cette image d'Union européenne dont on nous rebâche régulièrement les oreilles. Et en fait, nous avons été très déçus parce que les gens ne connaissent plus ces légendes. On s'est vraiment heurté à un mur déjà d'indifférence. Les gens sont contre-fiches, mais vraiment éperdument. Les gens, le soir, regardent la télé en famille. Donc, quand on regarde la télé, on ne parle pas forcément ensemble. Et puis, les gens bougent énormément. C'est-à-dire qu'on ne vit plus avec ses grands-parents, les enfants. On ne vit plus à plusieurs générations sur les mêmes endroits. Les enfants partent, ils vont faire leur vie ailleurs, ils rencontrent... Et donc, du coup, il n'y a plus non plus ces transmissions. On se fait beaucoup moins de génération en génération. Et donc voilà, c'est vrai que les légendes ont été beaucoup oubliées et nous en avons trouvé très très peu. Ouais, donc de ce point de vue-là, ça n'a pas été non plus véritablement une réussite, c'est-à-dire que vous n'avez pas... Il y a une part de déception quand même au travers de cette aventure-là. Alors c'est sûr qu'on tire la sonnette d'alarme en disant attention, si ces choses-là qui sont si importantes ne sont plus transmises, c'est qu'il y a une crise qui est vraiment majeure parce que les enfants de demain ne connaîtront pas ce que des générations et des générations et des générations s'étaient transmises parce que c'était vraiment des choses qui étaient importantes. Les légendes ne sont pas des histoires, des historiettes qu'on raconte comme ça aux enfants. Oui, on les raconte aux enfants pour qu'ils puissent eux-mêmes le raconter à leurs propres enfants parce qu'il faut que ce soit transmis aux générations futures parce que ça veut dire des choses importantes sur ce qu'on veut pour son pays, sur ce que ça dit sur ses racines. Et ça, vraiment, oui, ça a été une déception pour nous. Après, nous avons trouvé d'autres moyens de parler avec les gens. C'est vrai que, notamment, moi, j'avais fait quelques études d'histoire, juste une licence, mais c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressée. Et c'est vrai que, par exemple, de discuter de l'histoire avec tous les Européens, c'est quelque chose qui est différent que d'avoir un point de vue franco-français. Quand un Hongrois vous raconte la Première Guerre mondiale... Oui, la perception est différente. La perception est totalement différente et donc permet de mieux comprendre l'autre, de mieux comprendre pourquoi est-ce que l'Europe est telle qu'elle est aujourd'hui. Et voilà, c'est des choses qui sont extrêmement importantes et on comprend que nos pays sont extrêmement imbriqués les uns aux autres et que les destins sont vraiment mêlés. Donc ça, nous avons quand même une certaine mosaïque européenne qui nous intéressait.
mais les légendes et l'importance qu'elles peuvent avoir, là par contre... Ça, c'était votre démarche première, les légendes. Je crois que c'est... donc vous faites ce constat-là. Est-ce que vous ne pensez pas que, au travers de la modernité aujourd'hui, un des travers de la modernité, justement, c'est cette rupture qu'il y a entre le quotidien de ces gens et ce qui a fait leur patrimoine culturel et historique, qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, tout ce qui relève de la tradition est réservé à une certaine élite intellectuelle ou autre, qui aujourd'hui peut-être entretient ou pas, ou de manière, après on parle de folklore et de choses comme ça, c'est encore plus dramatique je crois, mais c'est quand même un constat qui est quand même affligeant de se rendre compte qu'aujourd'hui on a dépossédé les gens de leurs propres histoires et de leurs propres traditions. Est-ce que ça vous l'avez ressenti clairement ? Par contre vous avez pu, j'imagine, côtoyer ces gens et discuter avec eux. Est-ce que vous pensez, et ça c'est ma seconde question, est-ce qu'il y a encore un lien malgré tout lorsqu'on rencontre un grec, lorsqu'on rencontre un bulgare, lorsqu'on rencontre ou quand on va en Norvège, est-ce qu'il y a encore des liens qui peuvent définir une certaine forme d'identité européenne ? Alors, il faut que je me souvienne des deux questions. Alors, donc la première, oui, il y a clairement une crise de la transmission qui est dramatique. Parce qu'après être revenu, je m'occupe notamment maintenant du mouvement des Antigones, un mouvement... Oui, j'ai oublié de le préciser, tout à fait, les Antigones. Et donc nous avons beaucoup travaillé sur cette thématique de la transmission et la crise de la transmission qui nous paraît absolument... être vraiment un grand mal de notre société aujourd'hui. Et en effet, nous sommes dans une société qui est autoréférencée, autonormée et qui tourne sur elle-même sans avoir de référence dans le passé et qui ne se préoccupe absolument pas de donner des références pour l'avenir. Donc oui, ça nous paraît être le pendant de l'individualisme dans notre société. Notre société est vraiment autonormée, autoréférencée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a sauté aux yeux pendant notre tour d'Europe. Oui, Patrick, j'allais vous poser la même question. Vous avez un commentaire probablement à faire là-dessus. Au sujet des sirènes de la modernité, en fait, je pense que le peuple regarde toujours vers le haut. Et quand vous parliez des élites, je pense que nos élites sont dans le village global et dans le mondialisme. Donc, il est évident que le peuple, entre guillemets, veut faire comme ses dirigeants. Comme à l'époque, le petit peuple voulait faire comme le seigneur. Je pense qu'aujourd'hui, ça se reproduit de la même manière. Donc, on ne peut pas non plus condamner ou critiquer les gens d'abandonner leurs racines quand nos intellectuels, nos politiques ont fait table rase du passé. Donc, quelque part, ils ne font que suivre ce qu'ils voient à la télévision et ce qu'ils voient dans la petite lucarne, qui devient un repère. Mais ce qu'on pourrait imaginer comme étant une soupape ou un moyen nécessaire de pouvoir quand même faire vivre ce principe d'identité qui nous est cher, en fait, aujourd'hui, il y a un véritable nivellement par le bas qui fait que cette dimension populaire, parce qu'en fait, tout ce qui est mythe et légende, il y a toute cette dimension populaire et qui est essentielle. Je ne vais pas être dans l'analyse archaïque, mais le discours au coin du feu, l'échange entre voisins, l'esprit de village, toutes ces choses-là qui civilisationnellement sont aussi très européennes. Aujourd'hui, on l'a complètement désubstantialisé, si j'ose dire, au profit de gens qui sont complètement pris dans une logique consumériste et ainsi de suite. Et on se rend compte que dans des pays européens, dans nos pays européens, même si dans des pays où qu'on peut imaginer encore peut-être, je dirais, dans un système peut-être plus archaïque dans le bon sens du terme par rapport au nôtre, on se rend compte que... Préservé, voilà. Merci Gérard. Mais en fait, on se rend compte qu'on est toujours dans cette même logique. C'est-à-dire que là où il y aura une boisson traditionnelle, aujourd'hui, il y aura du Coca-Cola. Ça m'a surpris aussi dans votre livre, Patrick, parce que tout de suite, dès que vous arrivez en Sibérie, vous êtes surpris de retrouver les mêmes éléments qui font la modernité. Enfin, les éléments du mondialisme, vous les retrouvez également en Sibérie dès votre arrivée. Est-ce que vous avez senti dans votre voyage, pour ce qui est de l'Asie, un attachement plus important, un sens de la tradition, parce qu'il va y avoir quand même une rusticité, pour la Mongolie notamment. J'ai vu récemment là, ce film de Jean-Jacques Hano, je ne sais pas si vous l'avez vu, Le Loup. Il y a quand même, on sent quand même, on est dans une logique encore tribale, il y a encore des valeurs, il y a toutes ces choses-là. Vous les avez senties, vous ? Oui, et je pense qu'elles peuvent perdurer à partir du moment où ces gens-là, de par leur absence ou leur manque de moyens, sont quelque part ou vont rester cantonnés dans leur... Ils sont à l'abri finalement, en fait. Ils se retrouvent à l'abri de par leur manque de moyens, non ?
Oui, quelque part, ça les protège parce que, en fait, on voit que, par exemple, une ville comme Ulaanbaatar, c'est une ville qui propose des écoles, des hôpitaux, et que veulent les parents pour leurs enfants, c'est une éducation. Donc, quelque part, c'est un piège parce que là où ils vivent avec leur tradition, on leur propose, pour réussir et pour avoir un métier, une école qui va leur faire perdre toute leur tradition, au profit d'un bien-être et du consumérisme. Mais est-ce qu'on peut leur jeter la pierre ? Je ne sais pas. Parce que nous-mêmes, nous vivons dans la modernité, nous avons tous un téléphone, Internet, et quelque part, je pense que c'est un mouvement de fond qui nous emporte tous jusqu'au chaos, jusqu'au moment où le système va s'écrouler de lui-même. Si le capitalisme tombe, il sera plus simple de retrouver des choses plus simples et un rapport plus direct avec la nature et avec les saisons, avec les tas de choses. Alors, Gérard ? Ouais, il nous emporte et effectivement, je pense que Patrick a raison, c'est-à-dire que nous vivons dans ce tourbillon, enfin en tous les cas... nous le subissons. Par contre, je pense qu'à la différence de beaucoup, et c'est ce qui est intéressant, c'est la grille d'analyse qu'on peut avoir par rapport à la réalité dans laquelle nous vivons. Et j'ai envie de dire que finalement, vous avez trouvé, enfin j'imagine, vous me direz si je me trompe, mais vous avez trouvé un échappatoire où il y a un moment, vous décidez finalement de franchir le pas, de partir à l'aventure, parce que je crois que ces deux ouvrages, comme cette émission, le thème majeur qui s'en dégage, c'est l'aventure. Parce que 10 mois, 6000 km à pied, à deux filles en plus. J'imagine les crépages de chignons qu'il y a dû y avoir, ma chère Mathilde. Elles sont toujours amies, a priori. On en a perdu une. Nous saluons Fanny tout de même. Pas tout de même, nous saluons Fanny d'ailleurs, avec beaucoup de plaisir. Cela étant, oui, je parlais d'aventure. On est dans les découvertes. Mathilde, allez-y. Ah non, pardon, je voulais finir. Bah, ça va être Finissez dur. votre réflexion, Gérard. Voilà. Non, mais tout ça pour dire que je pense qu'on est, même si on est conscient, justement, on est conscient de là où on vit, de la façon dont on vit, sauf que il y a des moments où on a envie de s'échapper de tout ça, et vous avez réalisé tous les deux magnifiques échappées, en fait. Oui, 2 magnifiques ouvrages, très clairement. Mais pour revenir à ce qu'on disait juste avant, c'était que l'évolution sur cette perte des traditions et ce besoin d'aller retrouver et l'analyse que vous en faites, on se rend compte que les choses en Europe se sont faites sur la durée. Peut-être que en Mongolie, qui est pays communiste, qui a subi cette volonté de mettre au pas et de casser, c'est fait peut-être de manière beaucoup plus brutale que ce qu'on a connu, nous, ici en Europe, où, au travers des différentes vagues d'industrialisation, ça s'est fait sur la durée, au travers des idéologies politiques et autres, alors que là, en Mongolie, on est passé d'une société quasi, on va dire, féodale, médiévale, peut-être, je ne sais pas comment on peut la définir, à quelque chose où on a imposé des commissaires politiques, où on a voulu imposer un endoctrinement à des gens qui étaient des paysans, des cultivateurs, des éleveurs de chevaux, des choses comme ça. Je pense que le principe a été le même en Chine. On a des pays qui sont essentiellement paysans, des choses comme ça. Vous avez ressenti ça ? Oui, mais je pense que en fait, les 80 ans de communisme ont fait moins de mal que les 10 ans de capitalisme. Parce qu'en fait, ça, c'est intéressant. Il n'y a pas la possibilité, je pense, pour ces gens-là, de consommer. Donc, quelque part, même s'il y avait un commissaire politique, tant qu'il n'était pas dans le coin, on continuait à vivre comme on avait toujours vécu, et ça ne posait pas de problème. Alors qu'aujourd'hui, on a besoin, on voit sur des yourtes des antennes, des paraboles, on voit des jeunes dans la rue qui sont en jogging, casquette, voilà. Et j'avais eu l'occasion de voir une émission sur la télévision mongole où il y avait une espèce de remise de prix pour des groupes musicaux, et il y avait des groupes de rap mongols. Ça paraît complètement hallucinant, mais c'est la réalité. Mathilde ? C'est sûr que le capitalisme fait des ravages énormes, mais pour autant, je pense que nous ne devons pas le subir, que nous ne pouvons ne pas le subir et que nous ne devons pas le subir. Il existe des moyens de faire autrement. Et c'est possible de faire autrement. Et c'est sûr qu'une aventure telle que nous l'avons vécue, c'était autre chose.
Mais cette aventure-là, ensuite, il faut qu'elle se prolonge dans les vies quotidiennes. Et se bonifie en quelque sorte. Oui, et qu'elle serve en tout cas, à titre personnel, de se dire que les choses, on peut faire autrement. On n'est pas obligé de subir le chaos du capitalisme. Le capitalisme ne survit que parce que l'on consomme de cette façon-là, que parce que nous vivons dans ce monde-là, et que parce que nous faisons vivre ce monde-là. Je pense qu'il y a énormément d'alternatives possibles au capitalisme, et il faut beaucoup d'énergie, mais on peut les mettre en place. Il y a des moyens de consommer autrement, des moyens de penser autrement. Et contrairement à vous, mon cher Patrick, je pense que le capitalisme s'écroulera par la base et que c'est un colosse au pied d'argile et qu'il faut taper à la base du colosse, mais que il est loin d'être impossible de faire modifier les habitudes qu'a donné le capitalisme. On peut faire ça, des habitudes de consommation, des habitudes de réflexion, de façon de se comporter les uns par rapport aux autres, de l'individualisme, d'essayer de remettre du lien social, d'essayer un tas de choses concrètes et que l'on peut faire. Mais il faut se donner la volonté de le faire. Et c'est compliqué de faire ça au jour le jour de façon quotidienne. Mais ces exemples-là peuvent ensuite être un flot qui fasse... un courant qui en tout cas fasse dévier la rivière dans un endroit qui... une direction qui nous soit plus favorable. Mais Patrick ? ma chère Mathilde, je vous répondrai que, en fait, nous subissons depuis plusieurs générations les méfaits du capitalisme. Et laissons ces peuplades découvrir les méfaits de ce capitalisme. Et là, c'est encore un peu trop tôt pour eux. Donc les sirènes sont trop belles. Oui, je voilà. Mais en tout cas, je pense que ce sera pareil pour ces peuples-là. Dans 2-3 générations, il y aura un retour aussi à certaines valeurs, certaines vérités, ce qui se fait assez naturellement, je pense. Vous pensez véritablement que le système peut revenir en arrière et que aujourd'hui tous ces gens, parce qu'en fait on se rend compte, on parlait de bien social, on va y revenir parce que ça c'est fondamental je crois, se dire que le principe consumériste, l'idée même de consommation, c'est quand même la perversion suprême. C'est-à-dire, on est dans la logique du besoin permanent. Et ce besoin permanent, en Europe, il est acquis. Et je pense que de ce côté-là, il va être très difficile de faire marche arrière. Mais quand on voit dans des pays comme la Mongolie ou la Chine ou des choses comme ça, aujourd'hui, le besoin de l'iPhone, du moyen de connexion et toutes ces choses-là, aujourd'hui, est devenu aussi de la même manière. Et c'est comme ça qu'on enchaîne probablement les gens. Vous pensez réellement qu'on peut revenir à des valeurs traditionnelles après avoir vécu ce genre de choses ? Bien sûr. D'ailleurs, on voit le cas de la Chine, par exemple, une ville comme Pékin subit justement les problèmes de pollution. Donc, c'est-à-dire que le développement de ce pays se fait au détriment de la nature et de l'environnement. Et aujourd'hui, il y a énormément de problèmes de pollution à Pékin. Donc, forcément, les gens aussi, maintenant, ils commencent à se poser des questions parce que ça va toucher leurs enfants. Et donc, il y aura un moment, il y aura une prise de conscience où certaines personnes vont dire stop, ou alors consommons différemment. Si on prend le cas de l'Europe, il y a encore 20 ans, on disait c'est formidable, on ouvre les frontières, on peut consommer des produits qui viennent de partout. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un besoin de consommer français. Il y a 20 ans, le concept aurait paru complètement ringard, dépassé à l'heure du village mondialisé. Alors qu'aujourd'hui, justement, les gens ressentent le besoin de consommer français, entre guillemets. Oui, revenir à des choses, des valeurs, on va dire, plus saines dans tous les cas, parce qu'il s'impose aujourd'hui... de par la pollution, vous l'avez évoqué, ce besoin de retrouver, de se préserver soi-même et de préserver ses proches. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez... Est-ce qu'en Europe, par exemple, dans les pays que vous avez traversés, alors je ne parle pas des villes, parce qu'il y a le cas des villes et il y a le cas des campagnes, est-ce qu'aujourd'hui on retrouve cette volonté des gens de rester attachés à ces, comment dirais-je, à dépasser les systèmes de commerciaux classiques, les supermarchés, les choses comme ça, ou véritablement quand on va en Bulgarie, on va en Norvège, on va en Croatie, on va en Grèce, on est véritablement complètement dépendant aussi ? Je pense que non, tous les peuples européens sont pour l'instant très dépendants de ce système-là. Il y a évidemment une minorité qui partout agit pour un autre système que le système capitaliste, c'est évident, mais la plupart des gens vont au supermarché partout. Et en Bulgarie, tout autant qu'en Grèce, tout autant que chez nous, ou qu'en Italie, ou qu'en Allemagne ou au Danemark. Il y a toujours des gens, il y a toujours une minorité de personnes qui veulent agir autrement. Il y a des gens qui sont attachés à leur patrie et d'autres qui n'y sont pas du tout. On ne peut pas faire de généralité, je pense, à ce niveau-là, vraiment pas.
Alors, pour revenir à vos deux aventures respectives, à vos aventures respectives, le choix de la marche, on l'a vu, le scoutisme effectivement impose un peu la marche comme une évidence. Est-ce que pour vous, vous auriez pu envisager de partir différemment ou autrement? On parle toujours cette image du réenracinement par le réenracinement et par le sol. Est-ce que le fait d'avoir les pieds sur terre et les yeux vers le ciel, c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui pour vous était évident et nécessaire, Mathilde? Tout à fait, vraiment, la marche à pied, c'était vraiment indispensable. Nous avons fait donc 10 mois de voyage, mais 1 mois en train pour la Bulgarie, la Roumanie et la Hongrie. C'était un pacte, entre guillemets, conclu avec nos parents qui s'inquiétaient beaucoup. Ce serait à refaire aujourd'hui, on le referait à pied sans aucune hésitation, mais voilà, à l'époque, ça s'est passé comme ça. La marche à pied, c'est vraiment important pour plusieurs raisons. Déjà d'un point de vue très personnel, le fait de sentir son corps et de l'effort physique répété jour après jour permet non seulement une oxygénation du cerveau, donc un peu de pouvoir penser tranquillement, et aussi de connaître son propre corps, de connaître ses limites, de s'éprouver, de sentir qu'on a un corps et de sentir qu'on est vivant. Et ça, quand on passe après le reste de sa journée derrière un ordinateur, il y a vraiment une différence qui se fait. On se rend compte à quel point la vie est passionnante et la vie est importante quand on sent son corps. Le fait d'avoir ce rapport charnel à la terre, de marcher sur la terre, de dormir sur la terre, on se rapproche vraiment de la nature et de la terre au sens propre du terme. On se rendait compte, par exemple, qu'on choisissait nos endroits de bivouac, souvent là où les animaux sauvages aussi dormaient. Enfin, on avait vraiment une sorte de connaissance sauvage, un peu vraiment instinctive, oui, vraiment de sentir la terre, de sentir pourquoi est-ce qu'il y avait la rivière passée à cet endroit-là, le talweg, vraiment une sensation vraiment de connaissance charnelle avec la terre qui était vraiment extrêmement intéressante et vraiment qui était vraiment passionnante Et c'est Henri Vincenot qui parle de la vouivre, de cette énergie qu'il y a dans la terre. Et le fait de fouler la terre et de vraiment d'avoir la terre qui colle à nos souliers, nos chaussures, de marcher dessus, etc. Il y a vraiment une relation qui est importante, qui se crée, et une relation d'amour à cette terre, de la comprendre. Le fait de traverser à pied une zone permet de connaître cette zone. Quand vous traversez l'autoroute entre deux villes, vous ne voyez rien. Vous voyez simplement le paysage qui défile, mais c'est très rapide. Alors que là, tous les 10 kilomètres, on voit qu'il y a quelque chose qui change. On voit que la terre... Par exemple, prenons un exemple en France. La Touraine et la Creuse, ce sont 2 départements qui sont juste à côté. Vous êtes en Touraine, c'est assez plat, les routes sont droites, les chemins sont droits, et l'agriculture est d'une certaine façon. Vous passez dans la Creuse, ça se modifie de façon imperceptible, mais au bout d'une journée de marche, vous êtes dans un endroit qui est vallonné, avec des chemins creux, les maisons sont différentes, les gens sont différents. Il y a vraiment... Il n'y a pas de gens en Creuse. Il n'y en a plus. Si, et alors, j'ai beaucoup aimé la Creuse, moi. J'étais ravie de faire la découverte de la Creuse, qui est vraiment un département qui est toujours décrié et que j'ai trouvé extraordinaire. Mais vraiment, on peut sentir ce genre de choses-là. Et en fait, marcher à pied, c'est comme colorier des cartes en couleur au lieu de les laisser grises. Et vraiment, c'est une connaissance qui, à la fois mentale de ce qu'on peut voir, des gens, des paysages traversés, de pouvoir rencontrer des gens au fur et à mesure. On se rend compte qu'il y a vraiment un lien entre le cousin du cousin, enfin le voisin du voisin du voisin du voisin. Il y a vraiment des choses qui se comprennent, qui sont intéressantes. Je pense beaucoup plus qu'en train. Alors c'est que quand on a fait notre périple en train, on s'est bien rendu compte de la différence, quoi. On reste loin, on n'arrive pas à apprivoiser l'endroit que l'on veut découvrir. Et peut-être qu'aussi la marche offre cette lenteur nécessaire à la rupture avec la ville en elle-même et la vitesse qu'offre aujourd'hui toutes ces choses qui font à des comment dirais-je, même au niveau de l'information, mais tout ce qui est circulation, stress permanent, c'est vraiment... rupture. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que la marche peut être synonyme d'aventure. Une chose aussi simple et naturelle peut être synonyme d'aventure. Vous avez ressenti ça, Patrick aussi. Et de liberté, bien sûr. Ouais, parce que l'avantage de la marche, c'est aussi un véhicule, on est obligé de suivre une route. Un train, il reste sur ses rails. Quand on est à pied, si on voit un petit coin sympa qui est en dehors, entre guillemets, de la destination qu'on a choisie, on peut bifurquer quand on veut. Et s'il y a une petite rivière à traverser, on enlève les chaussures, on traverse. C'est pas très compliqué. Et on n'est pas obligé de revenir sur nos pas. Si on a un véhicule, on est obligé de revenir au véhicule ou autre. Donc là, on a plus de liberté. Et ça favorise également les rencontres.
Vous êtes en voiture, vous voyez quelqu'un passer, enfin vous passez en voiture, il y a quelqu'un au bord de la route, vous n'allez pas vous arrêter, ou alors ce ne sera pas une vraie rencontre. Alors que quand vous êtes à pied, vous avez le temps de voir la personne a le temps de vous voir, et puis après c'est là que peut se faire la rencontre et la discussion, et après être invité à partager un thé ou être invité à dormir. Et ça c'est quelque chose qu'on ressent vraiment dans vos 2 livres, cette quête de l'altérité en fait, ce besoin de l'autre. Comme si cette aventure passait par la découverte de l'autre et ce besoin de découvrir l'autre. Alors j'imagine que la rupture est peut-être plus radicale quand on va en Mongolie et quand on descend en Asie, parce que là, les paysages sont très différents, les climats sont différents également, même si entre la Norvège et la Grèce, c'est clair que c'est pas tout à fait le même combat. Je voudrais juste signaler que ce n'est pas la Norvège, parce que Mathilde et Fanny n'ont pas été jusqu'en Norvège, mais elles ont été visiter le Danemark. Ah, c'est le Danemark. Oh, tant pour moi. Oh là là là. Je tiens quand même à dire que c'est notre ami Wagner qui nous a induit d'erreur avec la Norvège. En plus, j'en étais persuadé, quoi. Enfin bon. Donc oui, cette quête de l'altérité, cette quête de l'autre, est-ce qu'elle faisait partie entièrement de votre plan et de votre projet ? Vous pouvez revenir à l'action. Le fait de partir et de rencontrer on sent dans votre ouvrage, Patrick, ce besoin d'aller à la rencontre de l'autre. On a vraiment l'impression dans votre livre que ce voyage n'aurait pas eu de sens s'il n'y avait pas eu toutes ces rencontres qui jalonnent votre périple. Alors après, moi je suis pas parti aussi loin pour rencontrer des gens, parce qu'on peut les rencontrer au coin de la rue. Mais donc ça fait partie entre guillemets du package. On part à l'autre bout du monde, on va rencontrer des paysages différents, une culture différente, des gens différents. Voilà. Donc après, forcément, on va être amené à côtoyer d'autres gens. Mais c'est pas vraiment ce qui m'a fait partir de prime abord, parce que quelque part, voilà, si on veut vraiment rencontrer des gens, on va au bar PMU du coin. Oui, enfin, quand je dis rencontrer des gens, c'est rencontrer, se côtoyer, se confronter à d'autres cultures. Alors, je ne suis pas persuadé que les Chinois du 15e soient tout à fait les mêmes que vous allez rencontrer alors pas Oulan-Bator, mais quand vous descendez sur la... Ça fait quand même un choc culturel quand on va dans le 13e. C'est le 13e, oui. Je crois que c'est dans la Creuse, moi. Ou la Creuse, hein. Mathilde. Alors c'est vrai que nous sommes partis en Europe et qu'on pourrait dire que c'est un petit peu pareil parce qu'on est tous cousins en Europe, c'est vrai. Mais pour nous, la découverte de l'altérité, en tout cas, c'était quelque chose qui était vraiment important. On avait vraiment envie d'aller voir les gens et d'aller voir ce qu'ils pensaient, de voir ce qu'ils étaient, qu'ils nous parlent. Et c'est pour ça qu'on a demandé aux gens d'abord s'ils connaissaient d'autres personnes sur place, parce qu'on rencontre les gens, enfin on comprend un pays aussi par un bon repas avec un Italien. Vous comprenez mieux l'Italie qu'à regarder la Tour de Pise, quoi. Enfin, je trouve. Et quelque chose qui m'a beaucoup marqué, moi, dans la rencontre avec les gens, c'est lorsque nous avons demandé l'hospitalité. Donc, on est dans une démarche de demande. Bonjour, on est 2 filles, on fait un tour d'Europe à pied et on voudrait dormir chez vous ce soir. Ça peut paraître un peu bizarre dans notre monde où, justement, capitaliste, tout s'achète, tout se vend. Et c'est vrai que les 9 premières personnes, peut-être, vous claquent la porte au nez parce que c'est pas du tout dans leur schéma mental. Par contre, la personne qui va vous ouvrir la porte, cette personne-là, à chaque fois, nous recevait avec une grande gentillesse et une simplicité, vraiment, voilà, la chambre est là, on va vous faire un dîner, Et il y avait vraiment une discussion qui s'engageait et il y avait vraiment cette logique du don et du contre-don. Les gens nous offraient gratuitement, vraiment, ça c'est vraiment important, c'était la gratuité des choses. Ils nous offraient gratuitement un lit, une douche, un repas et nous on parlait avec eux et on s'intéressait à ce qu'ils étaient. Ils nous racontaient leur vie et souvent d'ailleurs de façon beaucoup plus sincère que peut-être s'ils parlaient à leurs voisins, parce que leurs voisins ils les voient tous les jours alors que nous ils savent très bien qu'on ne repassera jamais par chez eux. Et cette intensité de l'échange qui est dans un temps donné était vraiment très intéressante et les gens nous remerciaient systématiquement de s'être arrêtés chez eux alors que c'était quand même nous qui avons pu prendre une bonne douche, manger un bon repas, dormir dans des draps, mais les gens nous remerciaient. Il y avait vraiment quelque chose et nous aussi on leur était extrêmement reconnaissants du moment qui se passait, qui était moment de partage, quoi. Il y avait vraiment un moment de partage et ça dans notre société d'aujourd'hui c'est quand même compliqué. Est-ce que vous imaginez en sortant du studio de Méridien Zéro aller taper chez quelqu'un, lui demander l'hospitalité pour la nuit? Moi j'ai voulu chez Gérard, il n'a pas voulu. Hein, Gérard? Alors, c'est-à-dire, chers auditeurs, il faut quand même savoir que si on va voir les voisins ici, ça le fait pas trop. Il n'est pas impossible que ça se complique. C'est pas gagné. Cela étant, en termes de dépaysement, de rencontre de l'autre, de différence,
Je pense qu'on est dedans. Alors, je voulais juste rajouter... alors, c'est peut-être un petit peu dans l'anecdote, mais quoique. Dans le livre, Mathilde et Fanny évoquent un certain nombre de rencontres avec des gens. Et alors, ce que Mathilde vient d'évoquer, la douche, le repas, etc. Et c'est même, soit vous repartez avec de l'argent, parce que les gens vous donnent de l'argent en se disant, bon, il faut qu'ils survivent, les deux petites, là. Ou bien alors, le passage avec l'huile d'olive est assez extraordinaire, mais parce que vous repartez avec de l'huile d'olive, vous repartez avec des fruits, des légumes, enfin bref. C'est-à-dire que le partage va encore plus loin que le moment passé. C'est-à-dire qu'on vous en donne encore un petit peu pour continuer de penser au moment que vous venez de passer. Et ça, je trouve que c'est plutôt génial. Et humainement, cet ouvrage, ou ces deux ouvrages d'ailleurs, sont pleins de moments de partage, de moments d'échange, de moments de fraternité, je dirais presque. Et puis c'est surprenant. Voilà, ça existe encore aujourd'hui. Mathilde ? C'est vrai que les gens nous serraient dans les bras avant qu'on parte, vraiment comme si nous étions des petites filles qui quittaient les grands-parents. Il y a une dame qui nous a offert un petit ange gardien. Elle venait de défaire sa déco de Noël, elle nous avait offert un petit ange gardien en paille. C'était en Autriche. Et vraiment, les gens étaient... il y avait vraiment quelque chose qui se passait qui était vraiment très fort. Des rencontres qui étaient très fortes. Et l'altérité, c'est vrai qu'on peut le rencontrer à l'autre bout de la rue, et c'est vrai qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça peut-être de rencontrer les autres. Mais le fait d'être un voyageur nous donne un statut qui nous permet de demander l'hospitalité. Et en plus, les gens, on est dans le besoin, pour un moment très ponctuel. Les gens nous offrent ça avec vraiment beaucoup de spontanéité, vraiment. Oui. Et Patrick, est-ce que l'Asie se prête aussi à ce genre de choses ? Oui, alors après, pour revenir sur le partage, effectivement, la barrière de la langue, ça pose un petit souci. Voilà. Mais sinon, oui, surtout en Mongolie, comme nous étions avec nos sacs à dos, donc nomades, forcément, quand on va dans un pays de nomades, avec une tradition nomade, on est un peu frères, donc ils nous voient arriver de loin avec nos sacs à dos, et c'est tout naturel qu'ils viennent à nous. Et voilà. Alors que si on était venu en voiture ou on sortait d'un bus, un voyage organisé à 50 personnes, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu le même accueil. Donc, forcément. Mathilde ? Je voudrais juste poser une question à Patrick, en fait, parce que du coup, vous avez commencé à pied et après, vous avez continué votre voyage en train. Est-ce que vous avez senti une différence d'accueil entre le moment où vous arriviez avec votre sac à dos, donc avec vraiment une chaîne de continuité en marchant, et le moment où vous arriviez en faisant des sauts en train d'un endroit à un autre ? Ah oui, parce que là, le rapport n'est plus du tout le même. La Mongolie, c'était une première phase où là, on était vraiment dans les éléments, les grands espaces. Et une fois que je sors, entre guillemets, de la route et du chemin pour prendre d'autres moyens de locomotion, j'arrive dans des grandes villes. Et là, c'est beaucoup plus impersonnel. Et là, plus personne ne s'intéresse à nous, ce qui est un peu normal d'ailleurs. Je pense que quand on est au sein de la nature et qu'on rencontre des gens qui vivent encore en communion avec la nature, le partage est quelque chose de naturel, je pense. D'accord. Est-ce que, pour ce qui est de la préparation de votre voyage, je reviens un petit peu en arrière, par rapport à Mathilde et Fanny, où effectivement en Europe, il est peut-être plus évident ou plus facile de trouver des guides, des cartes, des choses comme ça. Est-ce que pour vous, ça a été le fait de préparer ce voyage, il y a eu une part d'inconnu peut-être plus grande, entre guillemets, en sachant que il y a quand même, je veux dire, je ne sais pas si les guides sur la Mongolie sont légion, j'imagine que pour aller en Grèce, c'est peut-être plus évident, mais est-ce que vous avez eu, il y a toute cette part d'improvisation que vous avez dû gérer sur place, qui fait que ça donne aussi un cachet supplémentaire à l'aventure ? Ah oui, là, c'était une totale improvisation parce que, en fait, quand on s'est retrouvé en Mongolie, on avait une carte d'Atlas. Donc, Ah oui, effectivement. parce qu'on n'avait pas trouvé de carte de la Mongolie. Et donc, on avait notre boussole et une carte d'Atlas. Donc, voilà, bon, c'était vraiment l'aventure, l'inconnu. Oui, voilà, les limites. Voilà. Bon, ça s'est très bien passé après.
c'est pas plus compliqué que ça, finalement. Voilà, on découvre sur l'instant, et après, on voit s'il y a une montagne, on la contourne. On va prendre, si on voit une voie ferrée ou une rivière, on va la suivre, et puis on va se dire que ça va peut-être nous amener un peu plus loin sur une ville, et puis ainsi de suite. Je suis un peu surpris par ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux grandes villes, le fait que ce soit beaucoup plus impersonnel. Soit la ville est impersonnelle, mais le fait de rencontrer 2 Européens à Oulan-Bator, j'imagine que ça court quand même pas les rues, non ? Oui, mais c'est le propre de la ville. Je pense que déjà, par exemple, les logements sont plus petits, donc c'est plus compliqué d'accueillir quelqu'un. J'ai l'exemple d'un accueil justement sur le chemin où je marchais sur la route avec mon sac à dos, et au loin, je vois quelqu'un à côté qui est sorti d'une ferme, qui me voit, qui vient vers moi. Et voilà, qui me demande ce que je fais, voilà, c'est assez succinct, et qui me propose de venir chez lui et de passer la nuit, et m'offrir le gîte, voilà. Et en fait, cette personne repartait le soir sur Oulan-Bator, et donc son frère restait sur place à la ferme. Et quand je lui demande, éventuellement, une fois que j'aurais atteint Oulan-Bator, s'il était possible de le recontacter pour s'il pouvait éventuellement m'héberger, là, j'ai senti une réticence, parce que j'imagine qu'il avait un petit appartement, il était avec sa femme et ses enfants, et après, ou me mettre dans le salon, je ne sais trop. La campagne, c'est quand même plus simple, parce que on peut me permettre voilà, c'est plus simple de me mettre dans un coin, voilà, dans la grange, je veux dire. Voilà, c'est moins compliqué que la ville. C'est plus compliqué. C'est moins évident. Oui, oui. Pour la même personne, en fait, qui fait la démarche de m'accueillir, mais dans un espace plus grand. Mais après... les rencontres, surtout dans votre livre, vous l'évoquez, mais les rencontres en ville sont aussi différentes. C'est-à-dire que, naturellement, vous retrouvez, Patrick, avec des rencontres européennes dans les grandes villes. C'est-à-dire que vous faites rapidement des camarades de virée quand vous êtes en ville, en fait. Oui, là, encore une fois, c'est le hasard, et c'est l'aventure qui est au coin de la rue. Une descente de train à Pékin, je rencontre 2 Belges, je m'associe à eux, et puis après on part ensemble sur la Grande Muraille de Chine. J'arrive à Shanghai, je descends du train, et un type vient vers moi, il me dit « Ouais, t'es français ?» Je dis « Oui, tu sais où tu dors ce soir ?» Je dis « Non, si tu veux, je te propose. » C'était un supporter du PSG, il aimait Jean-Pax Meffray, on a chanté comme ça. Bon. C'est des rencontres des choses simples de la vie. Et bu des bières, vous dites. Oui, quelques bières. Oui, des Tsing Chang. Oui, mais d'ailleurs à Pékin, ce qui restait de la présence allemande sur la ville, c'était justement une usine de bière. Donc l'Occident apportait la bière aussi, entre autres. Et tout le long du chemin, j'ai retrouvé de bonnes marques de bière, c'était intéressant. Alors, sachant que notre ami Patrick est originaire de l'Est de la France. Et alors, je crois que c'est important. Pour la bière, c'est un Lorrain... un Mosellan. Excusez-moi, je voulais pas être vexant. Et attaché... Oui, non, faut pas tout mélanger. Moselle, mais bon, on n'est pas là pour... Non, mais je crois que c'est important. Vous êtes attaché quand même à vos origines mosellanes. Ah oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Oui. D'accord. Oui. Mathilde, l'Asie, c'est quelque chose qui vous parle ? Moi, je rêverais d'aller en Asie. C'est vraiment... autant je suis très heureuse d'avoir fait ce tour d'Europe à pied, d'avoir découvert l'Europe, mais je suis très très attirée par l'Asie, oui. Moi je trouve, Gérard, c'est remarquable parce qu'on nous accuse souvent dans nos milieux, comme l'on dit, d'être très centré sur soi-même et ethnocentré, voilà, et de défendre des valeurs très conservatrices, le repli sur soi et ainsi de suite, alors qu'en fait c'est pas ça du tout. Il y a une vraie volonté dans le respect des cultures. Et on respecte les cultures dans l'espace qui leur a été donné, dans l'espace où ces cultures se développent et s'épanouissent, tout à fait. Et ça, je crois que c'est un vrai message au-delà... Oui, Patrick ? Justement, moi, j'avais une volonté à chaque pays traversé, de vivre comme l'habitant, donc comme un Mongol en Mongolie et comme un Chinois en Chine. Et donc, de vivre simplement, de manger la nourriture locale dans les petits buis, de consommer des petites bières locales aussi, et voilà, de vivre avec les gens et de m'attacher un peu à leur quotidien. D'accord. Même tout en sachant que je ne resterai pas sur place, mais... D'accord.
Mathilde ? Ça, je crois que c'est vraiment important. La question du quotidien, de partager le quotidien des gens, c'est vraiment comme ça qu'on arrive à rencontrer les personnes. C'est vrai que de partager un repas avec eux chez eux, ou de comprendre vraiment comment ils vivent. Dans les villes, il y a toujours le quartier touristique. Mais à Paris, est-ce que vous connaissez les Français quand vous avez fait le Triangle, Saint-Michel, Champs-Élysées et les gens qui viennent visiter la France en un claquement de doigts, en courant dans leur bus pour aller voir le Louvre et la Joconde, en remontant pour courir voir l'Arc de Triomphe. Enfin, ils n'ont pas vraiment connu la France, je pense. Je pense qu'en marchant, en traversant la Creuse et en voyant les paysans... non, mais vraiment, on se rend compte de ce qu'est la réalité française, qui n'est pas toujours très rose, notamment la réalité rurale, qui est vraiment difficile. Et on a discuté avec des gens, justement, dans la Creuse. Et c'était vraiment très, très intéressant... de toucher le quotidien de ces gens-là, et que ce soit à l'autre bout du monde pour découvrir les peuples asiatiques ou que ce soit pour connaître le peuple français, je pense que c'est à peu près le même mode d'emploi, c'est une question d'aventure et d'aller voir le quotidien, toucher le quotidien des gens. Patrick ? Et ce qui est important aussi, c'est d'avoir le temps et de prendre le temps. À chaque pays traversé, je restais quand même quelques semaines. Et donc, j'ai eu le temps de me faire un peu à la culture mongole, et puis après passer tout doucement sur la Chine, et puis puis après de descendre sur le Vietnam, le Cambodge, le Laos. Et donc voilà, c'était une lente progression vers une culture qui m'était complètement étrangère, mais que j'ai commencé à sentir au fil du temps et des semaines et des mois. Est-ce que vous avez senti, en quittant la Chine et en redescendant vers le Laos, le Cambodge, le Vietnam, vous avez senti, comment dirais-je, on dit toujours que les anciennes colonies, comme l'on dit, l'Indochine, la présence française est restée marquante. Est-ce que vous avez senti ça ? Est-ce que pour vous, est-ce que vous avez senti un attachement à la culture française ? Est-ce que c'est quelque chose qui est encore prégnant là-bas ou pas ? Ou est-ce que c'est quelque chose déjà qui vous parle, à vous ? Ah oui, moi j'étais forcément baigné par l'Indochine, ça m'a toujours fait rêver. Les Viettes, et Dien Bien Phu, parce que j'ai traversé les Alpes tonkinoises là pour me rendre sur cette terre de sacrifice où beaucoup de nos soldats ont versé le sang pour la patrie, et qui ont été rapidement oubliés par nos politiques. Et en fait, oui, c'est surtout l'architecture, parce que le Français, partout où il va, il aime bien imposer un peu si ce n'est sa culture, en tout cas son savoir-faire et sa vision des choses. Donc, même c'était à Shanghai, il y avait dans la concession française, il y avait des longues avenues de platanes, des maisons un peu typiques de notre chère France, et on se sentait un peu à la maison. Et j'ai ressenti ça tout le long de mon périple en Indochine. C'est pour ça que j'aimais bien l'Indochine, parce que par rapport à l'architecture, et puis même encore des traditions culinaires, avec la baguette, les sandwichs, qui sont toujours dans la rue, qui sont cuisinés comme ça dans la rue, sur le trottoir. C'est très agréable. Alors, je précise quand même à nos auditeurs que l'un comme l'autre, vos ouvrages, enfin, votre périple ne s'inscrit en aucun cas dans une logique sportive. La notion d'aventure, c'est pas du tout... Quand on parle de dépassement de soi, c'est autre chose que de faire des kilomètres. Vous, cette notion de kilomètre, elle était secondaire, elle était quotidienne bien évidemment, de par les trajets, de par vos trajets que vous choisissiez au quotidien, mais l'aventure, pour nous, telle que vous la définissez, telle que je la ressens, c'est pas du tout une épopée physique et sportive. Non, après, c'est sûr que la réalité physique était là. Après, c'est vrai que parfois, on se lançait des défis. Je me souviens d'une fois en Italie, où on nous avait dit qu'il y avait la prochaine étape était à... Parce qu'on a suivi en fait la Via Francigena, qui est une voie de pèlerinage en Italie. Donc, il y a des étapes régulières. On dit, oui, elle est à une vingtaine de kilomètres, mais l'autre est trop loin pour vous, c'est 42 kilomètres. 42, ça nous a fait tilt, c'est le marathon. On s'est dit, si, on va se faire le marathon demain, c'est quand même vachement rigolo. Donc si, ça, c'est des choses qu'on a faites. Avec le sac à dos. Bah oui, comment est-ce qu'il suit ? Le poids du sac à dos. Oui, nous avons essayé de le faire voler le sac à dos, et à chaque fois, on leur parlait. Il répondait pas. On s'était imposé pas plus de 12 kilos. En fait, il faisait entre 18 et 20 kilos.
Et quand on s'impose 12 kilos, on en prend 18. Bravo. Ça d'ailleurs aussi, oui, je voulais le dire. C'est vrai que les 10 premiers jours, par exemple, pour moi, ont été très durs au niveau physique parce que je pèse moins de 50 kilos. Donc c'est sûr qu'un sac de ce poids-là, pour moi, c'est un peu difficile. Et on ne s'était pas préparé physiquement plus que ça parce qu'on avait l'habitude de marcher, donc on verra bien. Là, ça faisait quand même vraiment lourd. Et les premiers jours, les 10 premiers jours ont vraiment été durs pour moi. J'ai imposé à mon corps de suite beaucoup de kilos. Mais avec un petit peu de volonté, une fois qu'on a passé ce stade-là, le corps se muscle et on a vraiment une résilience vraiment importante. Et une fois qu'après le corps est musclé, a l'habitude de porter ce poids-là en plus, on dort plus, on mange plus, mais on a un rythme de vie aussi qui est beaucoup plus sain. Et le corps est beaucoup mieux oxygéné, on respire plus, le sang circule. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis. Pour revenir juste à ce que vous disiez par rapport... au côté physique. Par exemple, quand nous avons recommencé la marche en Autriche dans le mois de février, qu'on a traversé l'Autriche, la Tchéquie et le début de l'Allemagne, où c'était plein de neige, où on dormait dans la neige en marchant après la journée dans la neige, c'était vraiment une dimension physique, mais il y avait vraiment un challenge physique, mais qui nous intéressait. On savait que ça allait être dur, on savait que cette période-là allait être froide, allait être physiquement éprouvante, mais pour nous, on avait envie de se tester aussi. Et ce dépassement de soi, c'est pas de faire de l'exploit, absolument pas, ça veut rien dire. Mais par contre, on avait quand même quelque chose dans nos tripes que on avait envie de se dépasser, on avait envie de savoir, est-ce qu'on va y arriver, quoi ? Est-ce que... capable de dormir dehors alors qu'il fait moins je sais pas combien, de repartir le lendemain et de continuer jour après jour à faire ça c'était quand même un challenge qui était vraiment excitant, quoi. Chers auditeurs, je vous propose notre première pause, histoire de poser le sac en quelque sorte, et nous retrouver juste après notre pause musicale. À tout de suite. Changer le monde, mais touchez pas à mon portefeuille. Vous pouvez changer le monde, mais laissez-moi dans mon fauteuil. Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut bouger. Tout le monde veut que ça change, mais pas ce soir, je vais me coucher. Je prêche la révolte dans les cafés, je passe à l'action devant ma TV. Je veux un pull rouge pour contester et une casquette pour faire ouvrier. Plus je suis bourré, plus je suis anard. La société, tous des connards. Quand je suis retapé, je range le bazar et je vais danser la danse des canards. Vous pouvez changer le monde, mais touchez pas à mon portefeuille. Vous pouvez changer le monde, mais laissez-moi dans mon fauteuil. Tout le monde veut que ça change, mais faut pas nous déranger. Tout le monde veut que ça change, mais venez pas ce soir, j'ai déjà donné. Quand je suis pété au coin d'un bar, je pars politique, j'avance dans le noir. Je marche à gauche, je marche à droite, ça dépend de mes égarements. Quand je suis retapé hors du brouillard, je serre les fesses, je marche au pas. Tantôt à gauche, tantôt à droite, ça dépend des gouvernements. Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que tu vas devenir? J'ai peur de l'avenir. Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que tu vas devenir? Je sais pas où m'enfuir. Vous pouvez changer le monde, mais touchez pas à mon portefeuille. Vous pouvez changer le monde, mais laissez-moi dans mon fauteuil. Tout le monde veut que ça change, mais on n'ose pas, on a peur. Tout le monde veut que ça change, on a peur de ne plus faire son beurre. J'ai décidé de militer, de m'engager, de me politiser. Comme j'ai jamais rien compris, j'ai pris une garde dans chaque partie. Je suis leur ordre et leur contre-ordre. Je vais aux manifs et contre-manifs. Ainsi une fois ça n'a pas raté, je suis retrouvé en face de moi. Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que tu vas devenir? J'ai peur de l'avenir. Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que tu vas devenir? Je sais plus où m'enfuir.
je vais devenir? Qu'est-ce que tu vas devenir? Je sais plus où m'enfuir. Bon, chers auditeurs, de retour sur Méridien Zéro. Pour cette émission consacrée à l'aventure, nous avons le grand plaisir ce soir de recevoir Mathilde Gibelin pour son ouvrage coécrit avec Fanny Truidet, Tour d'Europe, 6000 km à pied aux éditions des Amis du Livre Européen. Gérard Vaudan étant ici présent, le digne représentant de cette maison d'édition de grande qualité. Notre ami Patrick Wagner, que vous connaissez bien sûr, pour Livre Arbitre, qui nous présente son premier livre, Davaï, du lac Baïkal aux plages de Koh Chong, aux excellentes éditions des Pareges. Mon cher Gérard, question à l'éditeur. Dites-moi, comment ça s'est passé tout ça pour vous? Est-ce que, par rapport aux différents ouvrages qui sont disponibles aux Amis du Livre Européen, c'était quelque chose un petit peu différent? Ou est-ce qu'il y avait une logique pour vous d'éditer et de sortir ce livre? Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement, ça tranche un peu avec ce qu'on faisait auparavant. Même si on y retrouve toujours la notion d'Europe, à laquelle nous sommes énormément attachés aux Amis du Livre Européen. C'est vrai que c'est notre quatrième ouvrage, puisque nous avons commencé avec Force et Honneur, donc plutôt un livre d'histoire, mais l'histoire française, européenne. Ensuite, les mémoires de Lajos Márton, un Hongrois, qui s'intitule Ma vie pour la patrie. Et puis ensuite, on a encore quelque peu modifié notre ligne éditoriale, puisque nous avons édité Saint-Jal avec son titre La Compagnie de la Grande Ourse, où là, on est plutôt sur une fresque pleine de fraîcheur de jeunesse qui évoque le combat d'une troupe de jeunes aventuriers qui partent à l'assaut de ce monde vétuste et sans joie dans lequel ils vivent. Et puis, nous nous retrouvons avec le livre de Fanny et Mathilde, Tour d'Europe, 6000 km à pied. Et donc, pour la deuxième partie de votre question, mon cher Wilsdorf, eh bien, en fait, j'étais un suiveur du blog de Fanny et Mathilde lorsqu'elles ont lancé leur aventure en 2009. Donc j'étais tombé là-dessus. J'avais plutôt accroché quant au défi qu'elles s'étaient lancées. Et donc j'avais suivi leur aventure au fur et à mesure de leur périple, de leur avancée. Et puis elles ont publié dans un premier temps un PDF et de fil en aiguille, je leur ai tout simplement un jour proposé, je leur ai dit si vous avez besoin d'un éditeur, si vous n'en trouvez pas, eh bien écoutez, je serai à votre disposition. Donc voilà, tout simplement, ça s'est fait assez naturellement, je dirais. Ça s'est un peu imposé comme une évidence pour vous de traiter de ce genre de thématique? Alors, comme une évidence, je ne sais pas. En tous les cas, moi, j'avais une aventure qui m'interpellait avec deux jeunes demoiselles. Et puis, derrière, écoutez, un récit d'aventure qui méritait d'être publié. Voilà. Donc, j'aurais proposé d'éditer ce livre, qui est il y a quand même 352 pages, il y a du récit, là. On est sur un récit écrit à deux mains, comme c'est précisé dans la 4e de couverture. Je pense que ça a son importance, parce qu'on c'est pas si évident que ça, que de dérouler une histoire, enfin pas une histoire, mais plutôt de dérouler 10 mois d'aventure, rédigé par deux personnes différentes, aux sensibilités différentes, et puis on est sur un journal, donc on est au jour le jour, à la différence d'ailleurs du livre on va en parler justement, de Patrick, qui est encore un autre type de récit, mais là on est sur du carnet de voyage finalement. Mathilde, vous m'arrêtez si je me trompe, mais je pense qu'on peut le qualifier de carnet de voyage, donc au jour le jour, avec chacune y va de son avis sur la question du jour, sur la performance physique, sur la découverte de l'autre, sur
la rencontre avec la nature également, et puis et oui, sur l'effort physique, parce que comme le disait Mathilde tout à l'heure, bon, il y a des journées où c'est 30-40 km, d'autres où c'est 0, parce que ces journées vont être consacrées soit à la découverte d'une ville, à la découverte d'un monument historique, soit vont servir au repos également, et puis au repos et à la lecture. D'ailleurs, il serait intéressant que nous parlions de la lecture, mon cher Wilsdorf. Alors tout à fait, mon cher Gérard, puisque cette deuxième partie d'émission va être beaucoup plus axée sur le côté, sur le pendant littéraire de ces aventures, donc des ouvrages en eux-mêmes, de leur nécessité, de leur rédaction en tant que telle. Deux ouvrages en fait qui sont différents sur leur, dans la forme, mais très, très proches sur le fond. Pour ce qui est de Mathilde et Fanny, quelque chose, oui, comme vous l'avez dit, qui est plus de l'ordre du carnet de voyage, un peu au jour le jour, quelque chose qui est relaté au niveau... Et pour Patrick, peut-être quelque chose plus de l'ordre du roman. Peut-être, est-ce qu'on peut définir un petit peu comme ça ? Est-ce que c'était votre idée, votre ambition, votre volonté de retranscrire ça comme un roman de voyage ? Est-ce que ça existe déjà comme type de littérature, ça, le roman de voyage ? Mais disons qu'effectivement, il y a deux parties dans ce livre, parce qu'au départ, la première partie en Mongolie, je marche, donc j'ai aussi cette même démarche que Mathilde et Fanny, d'écrire au jour le jour mes impressions, le ressenti. Une fois que j'arrête la marche à Ulaanbaatar, donc en Mongolie, après 300 km, voilà, dans les steppes, le récit change, parce que là, c'est plus des notes, des impressions sur des endroits que je vais être amené à traverser, et des rendus aussi littéraires par rapport à des ouvrages que j'aurais pu lire ou que je vais lire par la suite, et qui vont nourrir, entre guillemets, le récit. C'est-à-dire que mes lectures me nourrissent en même temps que moi, ma perception des choses va nourrir aussi mon récit. Il y a un échange entre ma perception des choses et la lecture d'ouvrages que j'ai pu faire auparavant. Avant de partir sur la Mongolie, tout simplement, où il y avait le livre de Jean Mabir, le Baron Gurn, qui m'avait enthousiasmé. Si je prends la Chine, il y a Albert Londres. Quand j'arrive en Indochine, il y a Schoendorfer, la 317e section. Il y a des petites choses que je retrouve sur mon périple et que j'associe en fait à ma... Oui, bien sûr, oui, il y a un patrimoine. Et puis donc je les associe à mon récit. Parce que quelque part, c'est une continuité. À partir du moment où je me retrouve auteur, donc je suis acteur par ma démarche et par ce que je perçois, mais après, je suis également continuateur et auteur. Et donc, je reprends la suite de mes aînés. Donc, je vais marcher sur les traces, par exemple, d'André Malraux, qui va passer par tel hôtel, j'ai plus le nom de l'auteur, mais peu importe, par rapport à certains endroits, quand je vais dans les temples d'Angkor, il y a d'autres auteurs qui sont passés avant moi et qui ont noté des impressions. Et donc, moi-même, je vais essayer de retrouver ou pas, et voir ce qui a pu changer ou pas, et si l'auteur a menti ou pas, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent. Et donc j'ai essayé de mélanger donc après les siècles, parce qu'il y a des auteurs du 18e, 19e, 20e, et puis après il y a moi sur la fin. Parce que ce qu'il faut quand même rappeler, bien sûr, non, mais tout à fait. Mais alors on verra justement, est-ce que dans la démarche du voyage, est-ce que l'écriture était concomitante, est-ce qu'elle était dès le départ prévue, ou est-ce qu'elle s'est imposée naturellement avec le temps ? Dans votre cas, vous, on verra avec Mathilde après, mais dans votre cas, Patrick, vous, la littérature, c'est une passion. Livre arbitre, on est le témoignage vivant. Moi, en lisant votre livre, on pense... alors, je l'ai vu, je l'ai lu aussi. On pense à Michel Strogoff, mais moi, j'ai aussi beaucoup pensé à un peu, pour tout ce qui était Asie, à Hugo Pratt, des choses comme ça aussi. Il y a beaucoup d'images qui reviennent. Voilà, parce que voilà. Et vous, en partant, l'idée d'écrire et de témoigner de ce que vous... C'était quelque chose déjà au départ. L'idée, c'était d'écrire au résultat et sous cette forme-là ? Ou est-ce que les choses se sont imposées sur la durée, pardon ? Mais en fait, après, il y a un retravail. Enfin, c'est-à-dire qu'au départ, on prend des notes sur quelque chose qu'on vit sur le moment, donc le soir, sous la tente, un peu comme Mathilde et Fanny qui se retrouvaient le soir et à la bougie, ou un moment dans la journée s'arrêter pour noter des impressions. Ma démarche est un peu la même, mais je pense que la plupart des gens qui
qui sont dans cette démarche de partir plusieurs jours, prennent toujours un petit carnet, même si après ça ne débouche sur pas grand-chose. Mais en tout cas, les gens aiment bien retranscrire des émotions, des choses, parce que c'est des moments uniques qu'on ne pourra pas revivre plus tard. Et quand on travaille, on n'a pas l'occasion de prendre le temps de noter, parce que quelque part, la vie aussi est une aventure. Donc on pourrait tenir un journal quotidien sur nos propres faits et gestes, ce que je ne fais pas dans la vie de tous les jours. Mais là, quand on part sur une longue période, on se dit que rapidement, on va oublier certaines choses. Et pour les conserver, le carnet, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et je pense que ça s'est toujours fait. Donc c'était un peu la démarche initiale. Ensuite, quand j'abandonne la marche, je me dis que ce serait quand même intéressant de rajouter donc des petits passages ou de m'immiscer dans des romans qui ont déjà été écrits et de retranscrire un peu, enfin de faire un mélange un peu de mon vécu et du vécu d'autres auteurs, parce qu'effectivement c'est un peu ma passion, la littérature, et donc j'ai aimé remettre en scène entre guillemets des auteurs, et puis ça peut être aussi des pistes pour le lecteur qui ne connaîtrait pas certains auteurs, et donc de remettre au goût du jour certains auteurs qui peuvent être un peu oubliés. Donc ça peut être aussi... Ça c'est un peu la continuité de ce que vous faites avec Libre Arbitre, en fait, de vouloir transmettre cette passion de la littérature et des auteurs qui vous parlent. Plus de pages, parce que une revue, on est quand même... on est un peu prisonnier du nombre de pages et du nombre de signes qu'on peut... voilà. Et pour la petite histoire, entre les petites parenthèses, Libre Arbitre, ça existe depuis combien de temps ? Libre Arbitre, c'est très compliqué parce que c'est une longue histoire qui a débuté à la faculté à Metz. C'est un petit journal étudiant dans le cadre du renouveau étudiant, mais qui a changé de nom au fil du temps. Et au départ, c'était le Beau Sang. Et puis, au bout de quelques années, c'est parti sur Libre Arbitre. Ça s'est arrêté une année ou deux. Et après, il y a une nouvelle formule. Et puis là, on est arrivé à une maquette qui devrait rester la même encore quelques temps. En tout cas, une revue de grande qualité que nous invitons tous nos auditeurs à découvrir, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Et je précise aussi que pour votre livre, il y a une magnifique préface de l'ami Pocard, que nous avons reçue sur Méridien Zéro, il y a quelques mois de ça, voire 1 ou 2 ans. C'est amusant de retrouver l'ami Pocard en préface de votre livre. Ça s'est présenté comment, cette opportunité, j'imagine, peut-être ? Un ami, probablement ? Oui, en fait, c'est un peu à cause de lui que j'ai écrit et réalisé l'ouvrage. Patrick, je crois qu'on dit grâce à lui. Grâce, voilà. Je suis quand très même. mauvais. Je pense Quand que même. ça s'impose. Quand même. Oui, en fait, Alain Pocard collabore à la revue Libre Arbitre, et ça faisait quelque temps qu'il me disait que ce serait bien que j'écrive un livre. Ça me poserait un peu, et puis ce serait bien aussi pour la revue, pour la faire connaître. Et alors j'ai un peu réfléchi, comme je suis un peu feignant, et je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai sous la main ? Et puis je me suis dit tiens, ces carnets de voyage qui étaient restés un peu sous la poussière, je vais les ressortir, je vais les retravailler, et puis voilà, comme ça fera un petit bouquin vite fait, bien fait, et puis voilà. Alors vite fait, je ne sais pas, bien fait, oui, ça je vous le confirme. Mathilde, pour ce qui est de votre expérience avec Fanny, est-ce que les choses se sont imposées de la même manière en termes d'écriture ? Alors nous étions partis au départ avec l'intention d'écrire 2 livres. D'abord un premier sur notre quête des légendes. On voulait écrire un recueil de légendes et mettre bout à bout toutes les légendes dont je vous parlais tout à l'heure. Et nous voulions écrire ce carnet de voyage. Donc sans prétention littéraire, c'est vrai que le livre de Patrick est extrêmement bien écrit. Il y a énormément de citations d'auteurs. Il mélange énormément de livres à ce qu'il vit lui-même. Donc c'est vrai que c'est presque un roman. Nous, c'est quand même beaucoup plus terre à terre. Tous les soirs nous écrivions, ou tous les jours, et c'est vraiment très spontané, parce que quand nous sommes rentrés, nous avons tapé à l'ordinateur de notre manuscrit, on s'est ensuite mis autour d'une table et puis on s'est dit, sur telle journée, qu'est-ce qui est intéressant à garder ? Nous avons vraiment 2 regards très différents, donc c'était important pour nous de garder ces 2 regards différents. On ne voulait pas du tout s'obliger à une version commune, ça aurait été absolument impossible.
et pas très intéressant en plus, je pense. Du coup, on a vraiment gardé cette alternance de paragraphes entre Fanny qui commence la journée, moi qui l'ai finie, ou juste Fanny qui écrit dans cette journée-là. Mais à la base, on a vraiment écrit toutes les deux au jour le jour, et ça a été ensuite très peu retravaillé. On a tapé ce que nous avions écrit, mais vraiment, on voulait vraiment cette spontanéité du carnet de voyage, et aussi que tous les jours, il y ait quelque chose qui soit écrit, parce que quand on marche, on ne s'ennuie pas, loin de là. Il se passe toujours quelque chose, il y a toujours une réflexion, une rencontre, quelque chose. Et donc ça, c'était important pour nous de garder, même si l'ouvrage peut être un petit peu long, 350 pages, mais finalement, c'était important pour nous de garder cette... mais voilà, peu de prétention littéraire, et vraiment, c'est la spontanéité qui était importante pour nous à ce niveau-là. Je crois, ma chère Mathilde, que vous n'avez pas à rougir. Je pense que le côté littéraire est présent dans tous les cas à partir du moment où on écrit, mais je crois que les finalités sont peut-être pas tout à fait les mêmes. Vous aviez à cœur de faire passer autre chose, et la démarche de Patrick est une démarche peut-être plus littéraire, en ce sens où, effectivement, il avait à cœur de témoigner et de citer nombre de comment dirais-je, d'auteurs en passant sur des endroits qui avaient... imbriqués dans le récit. Et les imbriquer dans le récit, oui, c'est ça. Parce que c'est pas de simples citations, c'est vraiment les faire partager aussi... C'est totalement mêlé l'un à l'autre. voilà. Camarade Gérard ? Oui, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, quand j'ai lu le manuscrit, on va dire, de Fanny et Mathilde, moi j'y ai trouvé de la fraîcheur, de l'aventure, certes. Beaucoup de spontanéité. Et exactement, j'allais dire de la spontanéité et également de la fluidité. C'est-à-dire que ce que je redisais encore il y a peu à Mathilde avant qu'on sorte le livre, sur la dernière relecture, où je disais qu'en fait, eh bien, ça coulait naturellement. Et je vivais gentiment, tranquillement avec elle leur aventure. Et ça, c'est extraordinaire. À partir du moment où vous arrivez à avoir ce genre de ressenti, c'est que finalement, en dehors de toute prétention littéraire, eh bien, je trouve que c'est écrit relativement bien. C'est fluide. Je crois que c'est le terme. Oui, Patrick ? Et ce que j'ai bien aimé aussi dans le recueil de Fanny et Mathilde, c'est que rien n'est enjolivé, et même les tensions, elles sont retranscrites. Et ça, c'est bien. Je pense qu'il faut être vrai aussi. La marche à deux, ça crée aussi des tensions. Parce que y a un moment, l'un ou l'autre est plus ou moins fatigué, susceptible. Ça, c'était important qu'elle puisse aussi retranscrire ces moments où il y a de la tension, et elle n'hésite pas de l'écrire. Je crois qu'il n'y a pas de fausse pudeur au travers de l'ouvrage, justement. Et beaucoup de spontanéité, c'est ce que disait Gérard. Et oui, des choses qui choquent même parfois, parce que c'est vrai que on est des filles, donc on a nos règles tous les mois. Et alors ça, il y a plein de garçons. Enfin, mais pourquoi vous avez écrit ça ? Si, c'est une réalité, ça fatigue quand on est une fille. Et si, on n'est pas forcément de bonne humeur. Enfin, il y a plein de choses. Et ce sont des réalités qui existent. Et ça, c'est vrai qu'on n'avait pas du tout envie de le cacher pour une question. Enfin, on ne saurait même pas pourquoi... Gérard ? Sachant qu'à deux filles, pour peu que ça tombe pas en même temps, ça fait quand même 15 jours par mois. C'est compliqué. Bon, Gérard, je vais vous... Non. Grande connaissance de la physiologie féminine. Moi, je voudrais ajouter sur ce livre aussi une chose qui est importante et de qualité, parce qu'il y a dedans un cahier photo. Un cahier photo, voilà, je cherchais le mot, qui est de très grande qualité et qui, au bout du compte, n'est pas là pour faire des pages supplémentaires, bien au contraire, parce que je crois que ces pages photos sont complètement indissociables de ce livre, et elles permettent de, le mot est un peu bateau, matérialiser les mots et donner véritablement. D'abord, les photos sont très belles, mais je dis pas ça pour faire uniquement la promotion de l'ouvrage, mais parce que c'est vraiment une réalité, quoi. Ces photos sont très jolies, sont vraiment très belles à tout point de vue. Elles donnent vraiment, elles font témoignage, comme on dit. Oui, absolument, je crois que c'est ça. Lorsqu'on on est rentré dans le vif du sujet avec Fanny et Mathilde sur ce projet de livre, nous avions abordé différents points, et notamment l'importance de ces photos. Moi, j'y avais ajouté quelque chose. C'est le besoin, en tous les cas à la lecture du manuscrit, que j'avais de me situer. Et donc, nous avons commandé à notre ami, d'ailleurs, je crois qu'on peut le dire, notre ami
Willy, qui est aussi le graphiste qui s'occupe de nos flyers sur Méridien Zéro. Que nous saluons ce soir. Absolument. Nous lui avons donc commandé un certain nombre de cartes, en l'occurrence une pour chaque partie du livre, il y en a 6, et puis une qui globalise l'itinéraire réalisé par ces 2 demoiselles. Donc voilà. Et je suis assez d'accord avec vous, Wilsdorf, c'est-à-dire que je pense que c'est aussi nécessaire par rapport à à la nature même du livre, c'est-à-dire ce carnet de route, ce récit de voyage. C'est nécessaire, ou c'était en tous les cas, ça me semblait nécessaire, de pouvoir y adjoindre des photographies, des moments... Des tranches de vie, mais aussi des paysages aussi. Qui sont très bien sentis parce que après lecture, on devine tout de suite le passage, le moment qui correspond à la photo. Et donc c'est vraiment c'est très juste ce que vous dites, Patrick, parce que moi, de mes enfants qui ont pu le lire, en reprenant le livre après, en voyant la photo, on est capable de dire « Ah oui, mais c'était le moment, là il s'est passé ça, elles ont fait ça, elles ont fait ça ». C'est vraiment quelque chose de très riche et de très bien senti. Et les photos, au-delà, déjà, sont très jolies, sont très belles, artistiquement parlant, mais je crois qu'on y retrouve à la fois beaucoup l'intimité que vous partagez, mais aussi une certaine rusticité, et puis aussi les paysages traversés. C'est vraiment indissociable. Alors, c'est pas, je le précise, et non pas à des fins de promotion, mais parce qu'on est loin du remplissage du livre. Il y a vraiment une démarche esthétique complémentaire de l'écriture. Mathilde, sur les photos, un petit commentaire peut-être ? J'étais justement en train de les regarder parce que je les regarde toujours avec autant de plaisir. Non, c'est vrai que c'était important de mettre des photos et que les gens puissent se rendre compte. Après, c'est sûr que l'idée, et apparemment, ça a à peu près fonctionner si en effet, quand vous lisez le livre, ensuite vous retrouvez, que le récit soit parlant et que le récit permette de s'imaginer les paysages traversés, les moments, etc. Mais c'est vrai que les photos, c'est vraiment quelque chose d'important. Et tout au long de notre périple, lorsque nous pouvions, tous les 10 jours à peu près, mettre un article sur le blog, nous mettions systématiquement des photos parce que ça fait aussi, l'image fait aussi voyager les gens. Bien sûr. Alors, c'est un parti pris. Enfin, ce livre-là, moi, au niveau de tout cet aspect photo et littéraire, on a bien compris que la démarche était... il y avait beaucoup de ressentis au jour le jour et que la démarche littéraire n'était pas le premier engagement. Pour vous, Patrick, dans votre ouvrage, moi, il y a quelque chose qui m'a... On en parlait justement hors micro tout à l'heure avec Mathilde lorsqu'elle est arrivée. Il y a quelque chose qui nous a un petit peu déstabilisé, entre guillemets. Là aussi, moi c'est votre premier ouvrage, on l'a dit, une écriture fluide. Je trouve que, il y a beaucoup de poésie dans votre manière d'écrire. Vous êtes à la fois un auteur, mais aussi un poète, je pense. Il y a vraiment, moi j'ai vraiment été conquis par votre, parce que quand on vous écoute, on a l'impression que vous avez fait ça, vous avez pris les cahiers qui étaient en plein de poussière, et puis vous avez dit tiens, je vais faire un bouquin. Mais moi, ça me file des complexes votre truc en fait, parce que clairement, parce que moi je griffonne un peu à droite à gauche de temps en temps, mais en fait, je complexe énormément quand je lis un premier ouvrage comme ça, parce que je le trouve très réussi à tout point de vue. Et je trouve que dans votre écriture, il y a la définition, la description de la salle de gare lorsque vous quittez, vous êtes en Russie, là, vous partez, c'est magnifique, quoi, cette manière, les faciès, les gens, ça change, les comportements, cette manière de parler de l'horloge, du temps, on ne sait plus si c'est le temps de la montre ou le temps de la gare, il y a toute cette... Alors justement, au niveau du temps, il y a quelque chose qui nous a un petit peu déstabilisé, c'est qu'il n'y a pas d'espace-temps. C'est pas borné. On ne sait pas trop quand ça commence, on ne sait pas trop combien de temps ça va durer, on a du mal à voir un peu se dérouler. Est-ce que ça c'est un parti pris ou est-ce que c'est... Je sais pas, est-ce qu'il y avait quelque chose dans votre démarche qui s'imposait naturellement par rapport à ça? Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Mathilde, je crois qu'on en avait parlé tout à l'heure, et est-ce que pour vous c'était une volonté ou c'est quelque chose de... Oui, quelque part ça s'est fait comme ça, mais je pense que c'est un peu intemporel. Je n'étais que de passage, mais peu importe qu'il soit allé hier ou dans 10 ans. Parce que de la même manière, quand je refais parler à certains auteurs, ou je reprends des passages ou des faits, il est écrit au 19e, mais tu as énormément de plaisir à le lire, et en fait, tu ne fais pas la différence avec un bouquin d'aujourd'hui quelque part, parce que ça t'intéresse. Ce que tu vas chercher, c'est le plaisir de lecture, du rendu, de ce qu'il a à dire,
et de ce que ça t'apporte à toi. Et donc, quelque part, que ce soit écrit en 2010 ou en 1850, l'important, c'est le texte qui se suffit à lui-même. Et quelque part, là où ma démarche n'est pas la même que celle de Mathilde et Fanny, effectivement, parce que moi j'ai bien retravaillé le texte, hein. Effectivement c'est un peu plus littéraire, mais moi j'estimais que j'avais pas besoin de cahier photo, parce que je pense que mes descriptions doivent se suffire à elles-mêmes. Absolument. Et donc il n'y a pas vraiment besoin. Bah, après j'aurais pu mettre des photos, mais je me disais que il fallait que ça reste littéraire, et voilà. Bah, C'est une explication parfaite, mais c'est vrai que au début c'est surprenant parce que on est tellement habitué à avoir des choses très structurées qu'il y a un parti pris beaucoup plus intemporel, et ça donne aussi un charme supplémentaire au livre, en ce sens où ça accentue cette notion de détachement, je trouve, de manière pratique et efficace. Parce que l'intérêt, c'est de faire rêver, c'est de donner du rêve. Par exemple, moi, quand j'ai lu, avant de partir, le bouquin de Mabir sur le baron Gurn, j'ai vécu avec le baron Gurn. J'étais les choses au vent, là, sur le cheval, voilà, avec mon sabre clair, voilà, partir à la conquête de l'Asie. Et j'estime qu'il n'y a pas besoin vraiment d'avoir une notion de temps. Alors, effectivement, au départ, bon, c'est un journal, donc je mets les jours. Je ne mets pas l'année, mais je mets les jours. Voilà, parce que l'année, en fait, quelque part, on s'en fout. Donc, les jours, c'est plus par rapport à la période, la saison, l'été ou l'automne, voilà, pour se situer un peu par rapport au climat. Mais pour moi, l'espace-temps, voilà, c'est pas très important. Alors, oui, Gérard, peut-être ? Non, je voulais juste rajouter que j'avoue que les descriptions de l'ami Wagner, effectivement, se suffisaient à elles-mêmes. C'est-à-dire que là, typiquement, dans ce type d'ouvrage, Davaille n'aura pas besoin de photos. Je suis pleinement d'accord. C'est tout le charme du livre, justement, quoi. Oui. Alors, ce parti pris littéraire, en fait, vous parliez de rêve, et c'est très bien, parce que je voulais vous emmener là-dessus. On sent quand même que vous avez été bercé par le roman d'aventure, on a l'impression une logique de jeunesse quelque part qui revient. Est-ce que vous avez été habité? Est-ce que ça vous a guidé, inspiré? Je ne sais pas, vous parlez de Michel Strogoff, on parle d'Ungern, mais on sent vraiment cet attachement à une littérature d'aventure, et que dans votre esprit, vous avez été aussi en quête de ça, de ces personnages un peu romanesques, mythiques, de toute cette littérature d'aventure qui peuvent peupler les régions de l'Asie, et au travers d'ailleurs des auteurs à qui vous rendez hommage aussi dans cet ouvrage. Et donc, quelque part, le fait de partir, je ne vais pas dire quelque chose là, qui ne veut pas dire grand-chose, se mettre en danger, mais le fait de s'inscrire dans une démarche, du fait de mon expérience scout et de mes lectures jeunesse, justement, j'ai voulu être l'acteur à mon tour d'une aventure. Et là où je pouvais trouver dans le Prince Éric quelque chose d'assez enthousiasmant et qui donnait envie de se dépasser, j'ai voulu mettre dans le réel ce qui m'avait fait rêver, et donc de faire vivre un idéal. Et donc ce livre me permettait, et ce voyage m'a permis de m'inscrire dans le temps et de faire vivre et mélanger le rêve, la littérature, la marche, la vérité. Je ne vais pas dire le chemin à la lumière, mais voilà. Mais en fait, voilà, de sortir de la littérature pour y retourner quelque part après l'aventure vécue. Donc une boucle. Mathilde ? Ah, mais est-ce que ça, c'était quelque chose que vous vouliez faire dès le départ, donc ces allers-retours entre la littérature, la réalité, etc. Ou c'est Alain Pocard qui vous dit est-ce que vous pourriez pas faire un petit livre, et que du coup, avec ces récits de voyage, vous avez envie de mêler la réalité de ce que vous avez vécu au livre ensuite que vous avez lu ou que vous aviez lu avant? Est-ce que vous êtes parti avec cette envie de lier les deux, ou est-ce que ça s'est fait ensuite a posteriori? Il y a un peu de tout. Parce que une personne, c'est un héritage, c'est du vécu. Alors, vous parliez d'idéal, de quête d'idéal. En fait, on se rend compte que dans vos ouvrages respectifs, il y a quand même cette quête d'idéal, il y a cette quête d'absolu. Est-ce qu'on peut parler de spiritualité, justement ?
Mathilde. Oui, tout à fait. Je pense que c'est. Alors ça fait bateau un peu de parler de spiritualité aujourd'hui, mais moi je crois qu'entre nous, justement, ça l'est vraiment pas. Surtout au travers du choix du récit et de l'aventure en lui-même, on est vraiment dans quelque chose de très spirituel. Est-ce que vous l'avez vécu, anticipé comme ça ? Oui, alors pour moi, c'était. Oui, en effet, il y avait vraiment une quête spirituelle qui mais c'est un petit peu le pèlerinage, marche, tu verras quoi? Justement, tu verras bien, c'est le chemin, la spiritualité, c'est aussi ça, c'est le fait d'avancer sur un chemin, de s'élever vers quelque chose, d'essayer de... moi, je ne suis pas catholique, je suis païenne, et c'est vrai que de comprendre la nature, j'ai compris un petit peu mieux pourquoi est-ce que j'avais ces aspirations-là, ces choses que je sentais de façon un peu confuse, ça aide aussi à clarifier. Et oui, c'est sûr qu'il y a vraiment une quête de spiritualité. Il y a des endroits dans lesquels nous sommes passés ou des situations, des façons par exemple, des moments de plénitude absolument complets. J'avais jamais pu peut-être sentir ça avant, mais qui étaient dus au chemin parcouru. Par exemple, je me souviens quand nous étions en Irlande, un jour où nous avons pris une saucée monstrueuse, donc on était complètement trempés. Nous avancions le long d'un lac, dans des marécages, donc on était vraiment complètement détrempés. Mais il y avait une sorte de plénitude dans cet endroit, une sorte de sensation de bien-être, mais profond. C'est pas juste du bien-être, on se sentait bien. Quelque chose qui était vraiment profond. Enfin, en tout cas pour moi, parce que Fanny, elle, par exemple, le ressentait pas trop à ce moment-là. Mais il y avait un signe sur le lac. On avait l'impression d'être de l'autre côté du Styx, vraiment d'être passé dans un autre monde et qu'il y avait le monde vivant de l'autre côté. Et nous étions quelque part d'autre. Et ça permettait de sentir certaines choses et de comprendre certains mystères de la vie. En fait, c'est peut-être ça, finalement, la spiritualité dont vous me parlez. Oui, je pense que c'est cette quête d'absolu, de toute façon, qui nous ramène à ce que nous sommes réellement. Déjà dans l'effort, dans le quotidien de l'effort au travers de la marche, mais aussi probablement par rapport à l'environnement, la découverte, la quête d'absolu. Et je pense que dans l'effort et dans cette marche, on se révèle à soi-même probablement. Oui, je réfléchissais un peu en même temps que vous parliez à la définition de la spiritualité. Est-ce que c'est pas se situer soi-même dans le monde ? Et qu'est-ce qui permettrait mieux de se situer soi-même dans le monde et de comprendre ce monde que de le parcourir et d'essayer de voir à quelle place on peut y trouver ? Et ça, je pense que une aventure comme ça et la dimension de la marche et la dimension du long cours aussi. Dis-moi, c'est assez long et ça permet peut-être justement même si sur le moment on comprend pas forcément tout, loin de là, mais il y a des choses que je comprends aujourd'hui et des choix de vie que je fais aujourd'hui, je pense que je les aurais pas fait sans ce tour d'Europe à pied. D'accord. Gérard ? Oui, il y a un élément sur lequel je voulais venir. Moi, on a beaucoup parlé de littérature, on a parlé d'efforts physiques, etc. Par contre, on n'a pas parlé de lecture. Or, dans l'ouvrage de Fanny et Mathilde, il y a une part non négligeable du temps, de l'emploi du temps, qui est consacrée à la lecture. Donc ça, je pense que c'est important de l'évoquer. Je pense que Patrick l'a évoqué juste avant. Ouais. Mais Et moi, c'était pas le même rapport parce que moi, je suis parti sans livre. Voilà. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. C'est ça qui est assez amusant parce que. C'était pour alléger le sac à dos peut-être, non ? Oui, parce que moi, je me serais pas permis de porter 20 kilos Mathilde ? sur mon dos. Oui, nous, la lecture, pour nous, c'était vraiment très, très important. Oui, parce qu'on aime lire, donc on avait envie d'avoir des livres, et pour nous, ça nous paraissait... Alors dites-nous tout, quand vous êtes parti avec Fanny, vous vous êtes dit qu'est-ce que je vais prendre comme livre et qu'est-ce que vous avez pris comme livre, sans trahir de confidence. Non, il n'y a pas du tout de confidence. En fait, c'est tellement naturel d'avoir toujours un livre dans son sac que, évidemment, qu'on allait partir avec des livres dans le sac. On s'est mis d'accord de prendre que des livres que l'une et l'autre n'avaient pas lus. On avait à peu près toujours 2 ou 3 livres dans notre sac chacune. Donc en les échangeant ensuite, ça fait quand même 6 livres à lire, ce qui est quand même prend un petit peu de temps. Et... au fur et à mesure, alors je ne sais plus du tout avec quels livres on est parti exactement, ça je ne saurais pas vous dire, je me souviens plus exactement, je sais qu'on les détaille au fur et à mesure de notre carnet de bord, parce qu'ils nous marquent, parce que c'est vrai que quand on lit un chapitre en haut d'une montagne et qu'après on a 2 heures où on marche, ça permet peut-être aussi de réfléchir sur ce livre. Après, il y a certaines lectures qui étaient marquantes à certains endroits, l'itinéraire de Paris à Jérusalem de Chateaubriand, de lire ça quand on arrive à Sparte.
c'est vrai que c'est prenant de sentir ça. Il y a d'autres livres qui étaient vraiment simplement des romans, mais qui permettaient de comprendre. Enfin, après, ouais, non, la lecture, ça a toujours été. Mais ça a été de façon très naturelle et pas du tout réfléchie. On s'est toujours baladé avec un livre dans notre sac à main. C'est pas parce que c'était un sac de raid qu'il fallait qu'il n'y ait plus de livres dedans. Parce qu'avec le sac à dos, vous aviez un sac à main? Non. Si, en plus, oui. Non. Si, parce que. Un scoop, Gérard. En fait, quand on était dans les villes, on avait toujours une tenue civile, on appelait ça une petite robe avec des petites ballerines, parce qu'on avait envie de se sentir un peu féminine et d'avoir autre chose que des énormes chaussures de marche à nos pieds. Et on se rendait compte que quand on était dans une ville et qu'on posait nos sacs quelque part, on ne savait pas où mettre nos affaires, qu'on met d'habitude dans un sac à main. Et donc, il y a une période où on avait un petit sac qu'on gardait dans le sac à dos et qu'on pouvait comme ça avoir notre sac à main quand on en avait besoin. Bien, alors, moi j'aime bien dans votre livre, Patrick, parce que ça démarre par « ça y est, je pars ». Donc, est-ce que vous avez prévu de repartir à un moment ou à un autre? Là, actuellement, non. J'ai prévu aucun voyage. Mais je voyage toujours par les livres. Donc, à travers ma revue, je suis amené à découvrir d'autres auteurs. Par contre, la marche, ça reste aussi quelque chose pour vous d'essentiel. Oui, alors malheureusement, étant sur Paris depuis quelques années, c'est vrai que j'ai un peu perdu ce rapport à la nature, cette communion, et ça me manque. Alors de temps en temps, je vais dans les bois, mais c'est à proximité de Paris, donc c'est pas vraiment ce que j'ai pu vivre auparavant dans mes forêts lointaines. Pourquoi, Gérard, vous êtes dans les bois, vous aussi? Non, mais disons que les bois parisiens... Au niveau de l'aventure, c'est autre chose. Les rencontres ne sont pas tout à fait les mêmes. Les yourtes, souvent, sont... Il y en a moins. La yourte camping-car, voilà, c'est c'est ça. Je vous ai coupé, excusez-moi, c'est lamentable. Donc, effectivement, il y a eu un certain temps entre le livre lui-même, et enfin l'aventure et l'écriture de livres. Alors, question bateau, un peu, quand on écrit un premier roman, est-ce qu'on envisage d'en écrire un deuxième? Ou est-ce que pour l'instant, vous êtes dans une période où vous soufflez, vous voyez, vous envisagez? C'est récent ce livre, attention. Il est paru au mois de juin. Il est paru au mois de juin. Et oui, c'est une bonne question parce qu'effectivement, après, on se laisse prendre par le jeu. C'est-à-dire, c'est grisant? Mais parce que mon éditeur m'a envoyé à deux salons du livre et c'est assez grisant parce qu'il y a des gens qu'on ne connaît pas qui viennent vous voir et puis soi-même auparavant on allait aussi dans les salons du livre et puis on était un peu penaud quand on allait voir un auteur ou autre et puis là on se retrouve de l'autre côté et donc oui effectivement oui j'aimerais bien j'ai un projet de pièce de théâtre mais sinon j'aimerais bien aussi écrire des contes pour enfants ou autre mais j'aimerais bien toucher un peu divers sujets voilà parce que bon j'ai fait le tour du voyage. Et puis voilà, il y a beaucoup de choses à écrire. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce premier livre vous a donné envie vous a permis de passer un cap en termes d'écriture et d'aller plus loin. Oui, ça, voilà, vous nous le confirmez? En fait, oui, parce qu'une fois que le sujet est concrétisé, c'est palpable. C'est-à-dire parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, je pense qu'il y a des millions de Français qui ont un petit carnet ou qui écrivent des choses. Mais le fait de le concrétiser par un livre, voilà, ça nous lance après pour autre chose. Et effectivement, je serais pas Amélie Nothomb, je ne vais pas faire un livre tous les ans ou Patrick Besson, mais pourquoi pas me lancer sur d'autres sujets. Moi, c'est un défi c'est un autre défi. Et vous pourriez peut-être nous dire un mot sur votre éditeur aussi qu'on n'a pas présenté? Alors c'est parce qu'on parle d'enracinement, les éditions des Parages, c'est une maison d'édition enracinée sur Metz, le Pays messin et la Lorraine, et donc qui publie des auteurs de la région sur des faits historiques ou simplement de la littérature. Il y a des sujets divers et variés. Je vous invite, si ça vous intéresse, à aller sur le site des Parages. Très bien fait ce site internet, on y trouve une présentation de tous les auteurs qui sont édités, il y a pas mal de choses. Et oui, parce que c'est une maison d'édition assez récente et il doit être à peu près à 80. Oui. Il y a énormément de choses. Oui. Et de qualité. Mathilde, vous, la dimension littéraire on l'a bien compris, était secondaire au travers de l'aventure. Est-ce que malgré tout, vous avez des projets ou est-ce qu'avec Fanny, vous vous projetez sur autre chose? Alors, vos vies sont différentes maintenant, voilà. Mais est-ce que vous avez cet appel au grand large quand même qui vous fait encore vibrer et vous donne envie de repartir?
Alors, plusieurs choses. Déjà, au niveau littéraire, moi, je suis devenue journaliste et c'est vrai que c'est peut-être aussi le fait d'écrire tous les jours et de rencontrer des gens, d'avoir envie de transmettre ça qui m'a donné envie d'écrire et d'être journaliste et vraiment qui m'a beaucoup plu. En ce qui concerne les voyages, on repartira pas toutes les deux avec Fanny. Comme vous le dites, on a des vies qui sont différentes. Après, le voyage est un virus qui est vraiment qui vous prend aux tripes et qui vous lâche plus trop, donc on a toujours des envies et ce serait plutôt vers l'Asie moi que j'aimerais me tourner. Après la vie fait que il y a des timings entre guillemets pour faire ça. Plutôt ce tour d'Europe, moi ça m'a vraiment donné envie de c'est plutôt des choix de vie en fait aujourd'hui de vraiment rester connecté à la nature, d'avoir des projets de vie et d'avoir un choix de vie qui me permettent d'avoir mes poules, mon potager, une recherche d'autonomie, de ne pas vivre dans cette société de consommation dans laquelle je ne me retrouve pas. J'ai vécu quelques temps à Paris. Je suis contente d'avoir quitté Paris. En fait, de vous inscrire un peu dans la continuité du Tour d'Europe, ni plus ni moins. Oui, en fait, c'est simplement que j'ai compris certaines choses avec le Tour d'Europe que j'aurais peut-être pas compris sans. Par exemple, je me suis mise à la chasse. Jamais j'aurais imaginé me mettre à la chasse avant. Personne ne chasse dans ma famille. Mais cette envie de retrouver un contact avec la terre, un contact de comprendre comment les animaux sauvages fonctionnent. Je ne savais pas tout ça avant et j'ai appris plein de choses. Et c'est vrai que de partir chasser le matin dans les marais Camarguais, par exemple, ça me fait du bien parce que ça me rappelle un petit peu ce Tour d'Europe et c'est ce virus, en fait, de ce contact avec la nature, etc. Bien. Je crois, Gérard, il va être temps de se quitter après cette passionnante émission. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que nous à la rencontre de ces auteurs et camarades. J'avais, vous concernant, Patrick, moi, lu dans un article, je ne sais plus, j'avais pêché ça. Alors ça aussi, c'est un peu bateau, mais je trouve que la citation était assez sympa. Et elle résume assez bien les démarches que vous avez l'un et l'autre. Et elle peut être aussi source d'engagement, quelque part, pour les auditeurs. En tout cas, ça, c'est le vœu que je peux faire à l'issue de cette émission. C'est un auteur, Henri Thoreau, que moi je ne connaissais pas spécialement, qui écrivait quelque chose comme ça. Il est vain de s'asseoir pour écrire si on ne s'est pas levé pour vivre. Et je crois que ça résume assez bien vos parcours respectifs et ce que vous souhaitiez faire au travers de vos ouvrages. Gérard, un mot peut-être avant de se quitter ? Eh bien non, si ce n'est que, mon cher Wilsdorf, le livre est disponible, en tous les cas pour ce qui concerne le Tour d'Europe, sur le site internet www.lesamisdulivre-européen-toutattaché.eu. Voilà, il est, ne m'enlevez pas le micro, mon cher Wilsdorf. Il est à vendre au prix de 24 €, port compris. Voilà. Donc, chers auditeurs, n'hésitez pas. Pour vous rappeler simplement, donc, ces deux livres, Mathilde et Fanny, Tour d'Europe, les 6000 km à pied aux éditions donc des Amis du Livre Européen, comme vient de nous le rappeler l'ami Gérard, et Patrick Wagner, son premier livre d'Havaï, que je vous recommande vivement, du lac Baïkal aux plages de Koh Chong, aux éditions des Parèges. Superbe maison d'édition à découvrir. Voilà, il me reste à vous remercier chacun, à vous souhaiter plein de bonnes et belles choses, de belles aventures à vivre. En tout cas, merci pour votre visite. Et cher Gérard, comme on dit, à l'abordage. Et pas de quartier. Salut à tous.